Bonjour à tous, fans de basket, on est de retour. On vous a accompagné pendant le confinement, on vous a accompagné pendant les premières semaines de déconfinement. Nous voilà de retour en compagnie aujourd'hui de deux copains. Les Tres Amigos sont réunis. Le premier à se présenter, c'est Adrien. Ça va, Adrien ? Salut Corentin, salut à tous les fans de basket. On enchaîne également avec Romain. Et comment ils vont? Ça fait plaisir de vous retrouver les copains. Ah, de ouf. De même. C'est un podcast émotion, les gars. C'est clair. Je suis super content de vous retrouver, j'en ai des frissons. Je suis également super content que la saison reprenne, malgré le copain Covid. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je sais pas si on aura assez d'une ou deux heures, mais de toute façon, on en fera d'autres. J'ai très hâte également de retrouver les deux autres copains, Matt et Olivier. Et puis c'est une nouvelle saison qui démarre, on est excités, ça fait super plaisir, quoi. Alors, on va faire tout simplement une petite émission cosy, tranquille, à la maison. C'est une émission qui s'écoute avec un petit plaid, un chocolat chaud devant la cheminée. Ça va être une émission en 3 temps. On va essayer de parler du championnat français à la Jeep Elite. On parlera de la Pro B dans un autre épisode à la rigueur. Ensuite, on enchaînera sur les compètes FIBA. Et enfin, les compètes EK, donc Euroleague, Eurocup. On commence sur les compètes françaises, puisqu'on va à chaque fois se poser des petites questions entre nous, se questionner sur cette saison à venir, et puis ensuite on traitera des compètes FIBA. Je te laisse commencer, Romain. Eh bien, c'est parti. Et avant de poser la première question, j'invite tous les auditeurs à aller sur ta chaîne, Coco, et aller voir le magnifique reportage que tu nous as pondu, qui est juste magnifique. Donc, allez-y pour tous les fans de basket européen, profitez, c'est juste une petite merveille. Donc, aidez le copain. Voilà, c'est tout ce Merci, que ça je me voulais dire touche. en intro. Donc du coup, on est parti avec la France et moi, j'ai envie de poser une question directe. Là, on a eu une première journée magnifique en Jeep Elite. Et du coup, ma question, c'est est-ce que la Jeep Elite est plus forte que jamais? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a une saison qui nous attend avec un championnat hyper relevé? Est-ce que ça s'entend là que je me frotte les mains? Ah ben, Ouais, Ouais. 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 Alors vas-y, je te laisse répondre, Adrien, parce que moi je vais être clair, net et précis. moi je pense que oui, voilà, on n'a jamais eu un championnat aussi dense. Ces dernières années, on figure bien dans les compétitions européennes. Et en plus de ça, on est de nouveau passé en clair à la télé. Donc ça fait plaisir pour la visibilité du basket. Mais effectivement, je pense que là, on va avoir vraiment une grosse densité cette année. En plus, Dijon joue le Final 8 de la BCL, donc il confirme que c'est une équipe sur qui il va falloir compter. Il y a Monaco et Lasvel qui sont incontournables dans le championnat. Il y a les Metropolitans qui sont pas mal. Bourg-en-Bresse qui a fait un gros recrutement. Donc honnêtement, je pense que oui, là, dernièrement, on a une Jeep Elite qui s'est réinstallé dans la hiérarchie des ligues européennes. Et ça fait plaisir et je pense qu'on va avoir une belle saison. Merci, Adrien. Je partage absolument ton constat. J'étais très content que Romain pose la question parce que c'est direct ce que je me suis dit. Pour moi, c'est la plus forte proie Jeep Elite qu'on ait eu jusqu'à maintenant. On a une grande densité, ça comme toujours, mais surtout, on a 3 locomotives en présence de Boulogne-le-Valois, Monaco et surtout Lasvel, que j'attends au tournant d'ailleurs. Mais aussi, on a un gros peloton de poursuivants parce que honnêtement, j'arrive pas à les classer. Les copains de Strasbourg, Limoges, ça va faire plaisir à Romain, Dijon, Le Mans, Bourg-en-Bresse qui va jouer en plus une Coupe d'Europe cette année pour la première fois de son histoire, Cholet, est-ce qu'ils vont confirmer, Gravelines qui doit être de retour cette année dans les meilleurs. Et puis enfin une guerre pour le maintien, ça comme toujours, avec les Boulazac, Le Portel et compagnie. Et puis aussi un grand inconnu, Roanne et Chalon-sur-Saône, avec un gros recrutement de la part de Chalon. Et Roanne, sauce JDC, Jean Denis Choulet, qui va être une belle petite équipe. Et toi, Romain, t'en penses quoi? Eh bien, je vais pas dévier de vos réponses. Et moi, je suis hyper emballé. Et en plus, je trouve que pour le basket français, là, les planètes sont en train de s'aligner. On a des effectifs ultra intéressants, des belles équipes.
On a deux locomotives, donc comme on a pu le dire avec l'Asvel et Monaco, on a un peloton derrière qui suit. C'est des équipes très très alléchantes, tu l'as cité. On a Strasbourg avec les copains, on a Bourg qui depuis qu'on a attaqué les podcasts pour le confinement, on n'arrête pas d'en faire les éloges, ils continuent de nous régaler. Donc ouais, moi j'ai l'impression qu'on va avoir une saison. Alors je croise les doigts pour qu'elle aille à son terme et qu'on passe une belle année. Mais j'ai l'impression qu'on a une Jeep Elite qui va être un très gros niveau. Et sans vouloir spoiler le reste des questions, je crois qu'Adrien, il va en avoir une tout à l'heure par rapport au type de championnat. Moi, je vois une grosse Jeep Elite cette saison et pour notre plus grand bonheur parce qu'on va pouvoir profiter de tous les matchs euh, gratuitement et c'est que du bonus pour nous. C'est clair. Et moi, j'ai 2 mots à vous dire. Allen Omic. Je suis trop content de l'avoir dans ce championnat. On parlait de Bourg, il y a des grosses équipes, on va vraiment se régaler. Et également, une question nous est venue. Alors, elle est pas de moi, c'est Romain qui a eu l'idée, mais autant enchaîner là-dessus. Est-ce que Rohan pourrait être une équipe surprise sur la saison? Qui voudrait y répondre? Parce que honnêtement, c'est une question qui m'a taraudé et moi, je les vois bien jouer les troubles faites et aller enquiquiner les pléophables habituels. Alors moi, perso, j'ai du mal à y croire quand même, parce que vu la densité des autres rosters, je sais pas, moi je les vois pas aussi haut. Alors après, c'est mon opinion personnelle, je sais pas ce que Romain en pense, mais moi, perso, je les vois pas aller titiller vraiment les grosses teams, quoi. Alors, du coup, moi je vais enchaîner et j'ai un mot pour introduire le fait que j'y crois quand même un petit peu. Jean-Denis Choulet. Merci. Ah, c'est Voilà, vrai. c'est un argument parmi tant d'autres, mais je trouve que c'est l'argument parce que c'est le coach de toutes les découvertes, de tous les énormes joueurs qu'on a pu avoir. Hein. Dernièrement, on a eu du John Robertson, etc., etc. Et là, Jean-Denis Choulet nous fait sa spéciale. Il va nous chercher trois rookies qui sortent de NCA, Pearson, Rowe, Touré. Voilà, il débarque et quand on voit les garçons, enfin, il y a du basket et à mon avis, Choulet va réussir à sublimer leur jeu. Il a récupéré Sylvain Francisco qui est juste une bombe sur pattes et qui va, à mon avis, faire du mal sur certaines défenses. Alors bon, à l'heure où on enregistre, ils sortent du match contre Bourg pour la première journée de championnat. Le jeu est un petit peu stéréotypé, ce que je disais en off, Adrien. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu très ricain Ouais. et en un contre un. Mais c'est Jean-Denis Choulet qui va forcément nous trouver les clés pour nous proposer quelque chose. Donc, je dis pas que Rohan va gagner le titre. Je dis juste que s'ils arrivent à bien bosser, ça peut titiller le milieu de tableau. Et ça peut être une très belle aventure pour eux. C'est exactement ça. En plus, je les vois tellement, tu sais, sur une journée un peu piège, tu dois gagner pour espérer trouver une place européenne ou être mieux classé pour pas tomber sur un gros en playoff. Et boum, tu vas jouer là-bas et tu te fais éclater. Tu prends 20 pions parce que Francisco. Alors, il a réussi à me faire aimer Sylvain Francisco, qui est un joueur que j'aimais pas trop. Mais avec lui, ils ont un ricain en plus, parce que le type joue vraiment comme un ricain pour le coup. Et puis, il y a une continuité. Clément Cavallo, Steve Youfat, Mathis Keita et Thomas Ville, bah voilà, c'est des anciens du club maintenant. Si je me souviens bien, certains ont connu la montée en plus. Donc ça fait plaisir et moi ça me fait du bien de voir ce club qui m'a fait rêver étant gamin, toujours en première div. Et en plus de ça, avec un coach identitaire. Donc j'ai vraiment hâte de les voir. Euh, une fois qu'on a parlé de ça, de quoi pourrait-on parler? Est-ce qu'on avait d'autres questions sur le championnat de France, les gars? Une, ouais. Allez, je te laisse l'envoyer. Eh ben, écoutez, voilà, est-ce que vous pensez, c'est une question par rapport à la Pro B, que Blois va enfin pouvoir monter en Jeep Elite? Parce qu'il mérite. Je vais laisser Romain répondre parce que moi j'ai un avis très tranché. Je l'espère fortement. Il y a 2 saisons, ça avait été un refus administratif. L'année dernière, malheureusement, on est tombé sur le Covid
qui les a empêchés de suivre une belle saison. Alors, j'ai le chiffre sous les yeux. Quand la saison s'est arrêtée, ils étaient à 19 victoires, 4 défaites. Voilà, c'est coupé en plein vol, hein. J'ai une pensée aussi pour une certaine équipe que je suis au quotidien et qui a été fauchée en plein vol. Ouais. Et du coup, j'espère pour eux parce qu'ils travaillent pour. Ils sont à deux doigts à chaque fois de le faire. Encore une fois, ils ont réussi à garder Tyron Johnson. Voilà, il y a plus qu'à, j'ai envie de dire, en espérant que cette période de confinement et cet arrêt de 6 mois n'a pas trop laissé de traces dans les têtes et dans les ambitions du club. Donc voilà, c'est un club qui travaille bien avec Julien Monclar et Michael Hay en coaching. Donc voilà, j'espère pour eux que c'est enfin l'année parce qu'ils le méritent. J'ai strictement le même avis et pour moi, c'est sûr, ils vont monter. Je le souhaite, je l'espère vraiment. Il y a une vraie continuité et ils ont fait des ajouts intéressants, notamment en apportant Thomas Corneli et le jeune Mathis Dosouyovo. J'espère vraiment que ça va le faire. En plus de ça, la Pro B cette année va être encore plus corsée. On devrait faire un petit épisode là-dessus et pourquoi pas convier les copains de Pro-Am Media qui connaissent vraiment bien cette division parce va y avoir une grosse densité. Et puis j'espère aussi qu'ils vont monter juste pour le copain de Clutch Time Production qui maintenant commande les matchs en plus. Donc ce serait super pour lui, qui est de Blois de base. Et Alors toi moi, Adrien, t'en penses quoi? Pardon. moi personnellement, je regarde pas trop la Pro B, à part le SLUC Nancy. Mais j'espère pour eux, quoi. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on aimerait aussi que Nancy monte. D'ailleurs, il y a combien de montées cette année? Une seule, hein? Je sais pas s'il y en a un de vous qui peut me Ah, répondre. désolé, j'ai bugué sur le micro. Non, il y en a deux cette année. Ah, ok, ouais. Donc, ouais, bah, s'il y a deux montées, bah, parce que nous, on est Lorrain, donc on aimerait bien que le SLUC remonte en proie assez vite, quoi. Mais Ouais, ce serait non, c'est génial. vrai. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que Blois, déjà, j'avais été scandalisé par rapport à l'année où ils voulaient pas laisser monter, soi-disant que ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires, toutes ces choses-là. J'ai trouvé ça vraiment honteux, quoi. Mais sinon, cette année, j'ai trouvé qu'effectivement, ils auraient peut-être pu leur faire une fleur en se disant, bah voilà, l'année d'avant, on vous a pas accordé la montée et cette année, on va être sympa, vous le méritez. Donc voilà, maintenant, ça sera peut-être pas évident. La Pro B est dense, peut-être encore plus que la Jeep Elite, même si c'est pas le même niveau. Mais c'est vrai que ça serait sympa pour eux parce que c'est le genre de club auquel on a envie de s'identifier, quoi. Surtout que maintenant, quand on regarde les grosses ligues, les gros championnats comme l'Euroleague, c'est beaucoup les grosses teams. Il y a un côté plus business. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où on s'identifie à ce genre d'équipe parce que, un peu comme Nanterre, voilà, c'est souvent des clubs. Nanterre, c'est la banlieue parisienne, tu vois. Il y a une grosse identification par rapport à ces clubs-là. Et j'espère pour eux qu'ils vont y parvenir. Ouais, il le mérite clairement. En plus, bon, la Pro B, on va pas rappeler les équipes qu'il y a, mais il y a des équipes qui ont fait un beau recrutement avec, on va dire, un gros bloc d'équipes avec Nancy, Gris, enfin Paris. On va voir ce que va donner Paris d'ailleurs. Fos, les habitués de la division, Quimper. Qui est une sacrée équipe, l'autre Alsacien qui est Souffel, donc il y a beaucoup de choses. C'est une compétition très dense. On y consacrera, je pense, un épisode parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et comme me l'a fait remarquer le copain Romain, effectivement, ouais, je me suis planté. Thomas Corneli, ça fait un petit bail qu'il est à Blois. Heureusement, je vais me faire insulter dans les commentaires sinon. Il n'y a pas de mal, il nous en voudra pas. Et puis en plus, je lui passe le bonjour vu qu'il a joué à Limoges. Eh oui, on n'est pas tous parfaits. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les compètes FIBA avant de commencer sur les compètes FIBA, on pourrait peut-être faire une petite transition sur après la Liga ACB, c'est quoi la meilleure ligue en Europe? Je sais que ça risque d'être un débat assez animé. Je laisse l'un de vous deux commencer. Je donnerai un petit pic. J'enverrai un petit pic à nos auditeurs, savoir où leur cœur balance. Alors, ça, c'est une vraie question.
Je dirais que pour moi, quand je vois le marché qui a été très animé, pour moi, je dirais que c'est la Turquie. Parce que c'est un championnat avec beaucoup plus d'équipes. Et quand tu vois les clubs qui ont recruté là, durant la période, malgré la fin de saison prématurée, c'est ça qui a précipité le marché des transferts. Quand tu vois les recrutements qui ont été faits, clairement, c'est énormissime, quoi. Même les équipes qui participent pas à des Coupes d'Europe ont recruté. C'est incroyable les joueurs qu'ils ont signés, quoi. Maintenant, je dirais que ce qui empêche la Turquie vraiment de devenir une référence au niveau européen, c'est le fait qu'il y a trop de problèmes financiers dans beaucoup de clubs. Galatasaray, on sait que c'est pas. Ils ont eu des gros soucis financiers. Beşiktaş, c'est encore pire. Bandirma va même pas jouer le championnat cette année. Je crois qu'ils ont été exclus parce que bah, ils avaient des gros Les problèmes sponsors. à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en phase finale, quand ils sont arrivés en phase finale de la BCL, ils ont viré la quasi-totalité du roster. Donc, c'est ça qui fait pour moi que la Turquie, malheureusement, n'est pas considérée vraiment comme une référence, je disais, comme la CB, voire comme la VTB. Parce que la VTB League, ce que je trouve intéressant, si tu veux, c'est que euh, il y a peu de clubs russes, mais les budgets sont tirés vers le haut, quoi. Quand tu regardes les équipes russes, tu as 4-5 gros budgets avec le CSK, Kazan, le Zénith Saint-Pétersbourg, le Khimki Moscou et le Lokomotiv Kuban. Et voilà. Et ce qui faisait à l'époque le championnat russe, qui n'existe plus. Enfin, il y a une deuxième, il y a comme une deuxième div. C'est considéré comme le championnat russe, mais c'est un niveau beaucoup moins balèze. Ce qui était à l'époque les clubs genre milieu de tableau du championnat russe, ben, j'ai envie de dire que ça existe pratiquement plus, quoi. À part Krasnoyarsk, à part, euh, à part le Nijni Novgorod, quoi. Mais Ouais, c'est ceux des... qui jouent la BCL ou la FIBA Europe Cup, quoi. Voilà, mais ils ont été pas mal quand même cette saison. Mais je veux dire, c'est des budgets moins élevés et j'ai l'impression que, même à l'époque, c'était pas des gros budgets, mais j'ai l'impression que ça payait plus les clubs milieu de classement en Russie. Et c'est pour ça que D'accord. j'ai trouvé Ouais. qu'ils ont moins animé le marché, quoi. Donc voilà, Tu penses qu'ils se sont appauvris au fur et à mesure des années? pour moi, je suis partagé. Je suis partagé. La VTB, pour moi, comme j'ai dit, c'est une grosse ligue parce qu'il y a des gros budgets, en tout cas chez les clubs russes. Mais c'est plus le championnat russe d'avant où il y avait beaucoup plus de densité, je dirais. Il y avait beaucoup plus D'accord. de densité, mais on a réussi à tirer les budgets vers le haut. Et je peux comprendre pourquoi les gens vont plus vers des modèles comme l'Euroleague, voire la VTB League. C'est un peu ça le modèle, hein. Quelque part, on s'est dit, les gars se sont dit, il y aura moins d'équipes comme on avait dans notre championnat à l'époque, mais au moins, on aura moins d'équipes qui auront des soucis financiers comme dans les autres championnats, comme Mhm. la Turquie, l'Italie, les ligues comme ça, quoi. Bah, tu vois, moi, j'ai absolument pas le même avis. J'expliquerai ensuite, mais avant, je vais surtout écouter l'avis de Romain, qui, je pense, n'a pas trop la même opinion que nous. On t'écoute, Romain. Alors, je vais faire dans la provocation, mais est-ce que après la Ligue espagnole, le championnat français n'est pas le meilleur? Voilà. J'ai envie de mettre les deux pieds dans le plat, hein, Ouais. mais du coup, C'est j'entends une vanne, l'argument. c'est une vanne. Non, Ah, je pense moi, je le pense on peut y vraiment. penser. On peut y On peut penser. commencer à y penser. Je dis pas que ça l'est vraiment, mais je pense qu'on peut commencer à y penser. Parce que du coup, j'ai écouté les arguments d'Adrien, notamment sur le championnat turc, qui effectivement est un très beau championnat. Mais j'ai l'impression que voilà, si tu commences à parler des budgets, oui, mais certains clubs font vite faillite ou surpayent leurs joueurs. Nous, j'ai l'impression que bon, c'est aussi un système qui est en place, hein, chez nous, mais Mm. nos budgets sont vachement plus équilibrés. La NCG, hein. Voilà, la DNCG oblige. Ils sont mieux gérés, donc on a moins de clubs qui vont finir par s'envoler pendant 1 ou 2 ans et se Mm. casser la gueule direct. Nous, on a des clubs qui travaillent dans le temps. On le voit avec Bourg, qui a petit à petit structuré son club et aujourd'hui qui arrive à se payer des Alenovic, à faire venir des joueurs comme ça. Euh, et du coup, bah, ça rejoint aussi l'argument que j'avais tout à l'heure sur la Deep Elite, c'est que je pense qu'on arrive à une période où on a un championnat très fort,
Euh, alors après, je vais prendre peut-être un mauvais exemple pour ceux qui ont envie de contrecarrer mes arguments, mais si je prends l'Asvel, il y a 7 ou 8 internationaux français qui jouent dedans, quoi. Avant, on disait qu'il y avait la fuite des talents, que les Français partaient à l'étranger, etc. Là, ils sont capables d'en aligner 7 ou 8, et encore, quand on regarde le match contre Dijon, il y en a 4 ou 5 qui débutent sur le banc, donc je trouve Ouais. que c'est une richesse incroyable. On l'a cité déjà 2 fois, mais Omic qui arrive dans notre championnat, c'est incroyable. Euh, on a un mec comme David Holston qui nous régale depuis 2, 3 saisons et qui prolonge, qui reste avec nous. Peacock, Ouais, Peacock, Streammatch qui a failli signer. mais c'est ça, on fait venir. Alors, faut voir ce que ça va donner sur le temps, mais un Kady Malen qui arrive des Knicks et qui signe à Bourg, Mhm, je suis sûr mhm. qu'il y a 3 mois, il savait même pas où ça se trouvait. On a Laou Konaté qui revient à Levallois avec Miralem Halilovic et le coach c'est Zdovce. Enfin, j'ai l'impression qu'on est monté d'un standing, clairement. Ouais. Et, Bah, et, 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 et ajoutons à ça le fait que nos clubs sont plutôt bien gérés en espérant que la période de Covid ne leur fasse pas trop mal. Et je pense qu'on peut au moins s'inviter dans la discussion d'être la meilleure ligue après celle de l'Espagne. je suis entièrement d'accord. Je vais juste en rajouter un peu plus. Et puis, quitte à se faire insulter sur Twitter, et tant mieux, j'aimerais vraiment qu'on ait un vrai débat là-dessus. Pour moi, je pense que c'est pas forcément la deuxième meilleure ligue, mais c'est la plus intéressante après la Ligue espagnole. Parce que on a cité voilà, tout le charme de notre championnat. Mais si on regarde la Turquie et la VTB, en Turquie, il y a une plus grosse, en VTB, il y a une plus grosse densité, due notamment au fait que tu as les meilleures équipes de différents championnats polonais, russes, etc. Enfin, je crois qu'il y a ouais, polonais, russe, il y a Biélorussie, je crois, et pays-baltes. Mais du coup, ouais, forcément, tu es sur une ligue, on va dire, régionale. T'es pas sur un championnat comme en Turquie. Et de l'autre côté, en Turquie, trop de variations de budget, les équipes varient tellement. Un exemple tout bête, Turk Télécom Ankara, il y a 4 ans, on savait pas où ils étaient. Tofas Bursa, ils ont connu une époque dorée à l'époque de Mehmet Okur. Là, ils reviennent. Pinar Karsiaka, ça a varié, mais par contre, ils sont montés d'un standing, c'était pas mal. De l'autre côté, t'as Darüşşafaka, Galatasaray et Beşiktaş qui se cassent la gueule. Bamvit, Adrien l'a cité très justement. Donc ça varie trop. Et de l'autre côté, les Afyon, Başakşehir, ou Bursaspor, ou même Orman, enfin, c'est des équipes qui sont là, c'est des figurants, quoi. Alors qu'on l'a vu, des équipes en France, elles peuvent, enfin tout le monde peut battre tout le monde. Donc pour moi, le championnat français, c'est le deuxième plus intéressant après l'Espagne. Euh, Après, pour nous, de manière chauvine, on pourrait dire peut-être même le premier. Mais pour moi, le championnat français est au-dessus du turc. Parce qu'on a un niveau plancher qui est beaucoup plus haut et un niveau plafond qui est plus bas, mais qui reste quand même important. Et les copains, on va voir cette année si l'Asvel va pas casser la tête au Fener ou à l'Anadolu Efes. Alors, c'est peut-être provocateur de dire ça de ma part, mais je pense franchement qu'on a. On- Si tu fais jouer les équipes turques contre les équipes françaises, je pense qu'on est meilleur. Et quant à la VTB, c'est un gros championnat, gros budget, mais elle n'est pas intéressante concrètement. Il y a juste les 2 premières places qui sont intéressantes. Enfin, les 4, pardon. Voir si Kazan ou Kuban vont réussir à choper l'Eurocup, enfin l'Euroleague, pardon, et si le Khimki va réussir à battre le CSK, mais derrière, à part Parma qui a battu le CSK là récemment en pré-saison sur un tir au buzzer, Zielona Góra, c'est plus ce que c'était. Saratov non plus. Astana, ils sont inexistants. Minsk, on va voir ce qu'ils font s'ils rejouent l'Europe Cup. Donc voilà, pour moi, c'est la JP Elite ou la VTB. Voilà, voilà. Disons que la VTB, le choix qui a été fait, c'est que ce soit une ligue vraiment resserrée. Il y a 13 équipes, hein. C'est pas une des ligues en Europe où tu as le plus d'équipes. Oui, oui, bien sûr. Mais comme j'ai dit, hein, les clubs russes sont le plus représentés. Mais tu compares par rapport à l'époque où ils avaient leur championnat, ils ont moins d'équipes, mais les budgets sont énormes, quoi. Je veux Ouais, dire, puis le t'as eu la club. disparition des 2 Dynamo, enfin du Dynamo Saint-Pétersbourg, du Dynamo Moscou et du Spartak Saint-Pétersbourg qui sont descendus de deuxième div. Mais c'est quand même une ligue puissante, quelque part. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur le championnat de France, bon, je charriais Romain en disant ouais, tu blagues.
Mais je suis d'accord, on est remonté dans la hiérarchie au niveau européen. On a un côté professionnalisme, c'est vrai, mais je trouve que déjà en termes d'organisation, je pense il y a mieux. Pour moi, l'Allemagne, c'est en termes d'organisation, je parle là, Ça ça fait monte. mieux que la France. Ouais, ça monte. Pour moi, ils font mieux que nous, hein. Et après, en termes de niveau, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'on montre. On est revenu un peu dans on est revenu au mieux dans les compétitions européennes, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était pas le cas. C'était compliqué. Donc ça fait plaisir. Donc effectivement, je pense qu'on est revenu à un super niveau. On a peut-être été aidé aussi par le fait que dans pas mal de ligues, ben voilà, les clubs sont pas bien gérés en termes de business, et on vient d'en parler. Mais pour moi, si tu vas par là, si tu prends vraiment après également, en plus des leaders, si tu prends également les clubs milieu de classement, le ventre mou du championnat de France, je dirais que c'est balèze. C'est balèze. Mais l'Italie, pour moi, Ah, j'allais te poser la question, mon grand. pour moi, Les grands esprits se rencontrent. pour moi, ça se tient. Pour moi, ça se tient si tu prends les clubs leaders. L'Olympia Milano, pour moi, c'est aussi balèze que l'Asvel. La Virtus Bologne, pareil. Après, Brescia, franchement, ils ont fait un super recrutement. C'est costaud quand même. Quand je vois Oui, mais Sassari, les équipes planchées de Lega A, est-ce qu'elles sont meilleures que les équipes planchées de Jeep Elite? les clubs milieu de tableau, tu veux dire? Non, les clubs au ras des pâquerettes, Pesaro, etc. Est-ce que, Oh là là, ah ouais, bas de classement. Ah ouais, non, ouais, mais, est-ce qu'elles sont meilleures que ah, nos mais Portel, Champagne Basket et compagnie? là où tu peux pas comparer, c'est que, encore, là encore, on y revient, mais ils ont trop de problèmes au niveau financier. Les clubs italiens aussi, c'est mal géré. C'est pour ça que mon premier podcast que j'avais fait avec toi, c'était le retour du basket italien. Oui, il y a une résurgence au niveau européen, comme nous, avec les résultats qu'on a eu dernièrement, vu que Monaco je vais dire l'Asvel, c'est vrai qu'ils sont en Euroleague, donc c'est plus compliqué, mais Hmm. Monaco avait été en finale de la BCL, Strasbourg avait été en finale de l'Eurocup. Donc, il y a une résurgence, j'ai envie de dire, un peu dans plusieurs championnats. Mais Ouais. c'est vrai que là où je ne parlerai pas réellement d'un retour du basket italien, c'est quand tu vois la gestion financière. Maintenant, Oh, ce je qui suis me pas fait super plaisir, d'accord. ce qui me fait plaisir, c'est que, bon, nous, là, j'ai vu les teasers sur Internet, les petits clips vidéo réalisés Hmm. pour le retour de la Jeep Elite. En plus, on passe en clair. Quand je vois même du côté de l'Italie, euh, l'organisation autour de la Supercoppa, ou qui réunissait tous les clubs cette année, euh, par rapport à l'anniversaire du championnat. J'espère qu'ils vont réitérer. Il y avait une grosse organisation. En plus, ils ont adopté un nouveau trophée. Moi, j'approuve. Il est bien foutu. Magnifique, il est magnifique. Donc, tu vois, là, c'est intéressant ce dont on parle parce que je pense qu'il y a un débat qui est global, c'est par rapport à la visibilité des ligues en Europe. Je pense que Mhm. l'Euroleague, elle a fait le taf. Au niveau com et au niveau marketing, ils sont vraiment pas mal maintenant. Même si on sait qu'en basket, ben, tu as l'ombre imposante de la NBA, quoi. Tu es obligé de faire avec, mais ça a progressé. Oui, bien sûr. Et même la BCL, quand tu regardes à travers les diffusions, ils ont quand même pris le pari de diffuser des matchs gratuitement, hein. À part Ouais, les petits en mais c'est pas Europe. une ligue nationale. Là, on parlait des ligues nationales. Je pense que les ligues nationales, faut être très clair. On a toujours dit que derrière l'Espagne, intouchable Espagne, il y avait soit la VTB, soit la Turquie. Romain l'a affirmé et je suis entièrement d'accord. Ouais, en France, on commence à mettre un pied dans la cour des grands. Et l'Italie, malgré les problèmes financiers, etc., tu as des clubs qui remontent, qui ont un vrai soutien. Et je pense que on peut comparer avec la VTB, les regarder droit dans les yeux, et l'Italie avec. Je pense que voilà, derrière la ACB, tu as l'Italie, la France et la VTB qui se discutent. Parce que la Turquie, c'est plus ce que c'était. Et puis même les ricains, ils savent que t'es pas forcément payé, que tu as des difficultés, alors que quelque part en France, ils savent qu'ils vont être payés, que ce sera carré, il y a l'hospitalité, il y a la douceur de vivre. C'est con, mais ça joue. Pour un ricain qui est rookie, qui vit en Europe, non. Mais un mec comme Zach Wright, par exemple, il te le dit, par exemple. Après Voilà. la BCL, pour revenir, d'accord, c'est une Coupe d'Europe, mais quand tu vois qu'ils n'avaient pas autant de contrats TV que l'Euroleague et qu'à travers les réseaux sociaux, en faisant une grosse com, ils ont réussi à faire parler d'eux,
bah, moi, franchement, je suis en admiration. Et c'est là où je dis, les ligues, c'est ce qu'on attend d'elles. Il faut qu'elles aient des idées novatrices, sinon les Coupes d'Europe vont prendre le dessus. Ah ouais, mais des idées novatrices, t'en as. L'Italie, elle le montre d'ailleurs. Bah, Heureusement. en parlant d'Italie, il y en a beaucoup des équipes italiennes engagées dans les Coupes d'Europe FIBA. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les Coupes d'Europe FIBA et les différents questionnements qu'on avait par rapport à ça? Allez, Let's go, Adrien, vu que tu m'as l'air super chaud, pose-nous une question sur BCL, FIBA Europe Cup, ce que tu veux, et nous, on va rebondir tout de suite avec l'ami Romain. bah alors voilà, la BCL, il va y avoir le Final 8, qui sont les phases finales qui n'ont pas pu s'achever à cause de la crise sanitaire. Elles vont être organisées maintenant, là, dans peu de temps. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Romain, je te laisse enchaîner. Ça me fait très bizarre de jouer ce Final 8. Du coup, je vais pas le cacher, hein, moi, ça m'emballe pas du tout. Tout à l'heure, j'ai eu une petite réflexion en préparant l'émission. C'est que dans la même année, on peut avoir 2 fois le même champion avec exactement le même effectif. Ouais, ça fait Voilà. drôle ça. Ça fait Ça, drôle. ça, ça, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup parce que du coup, prenons un exemple très chauvin, hein, mais ça veut dire qu'à Dijon, ils vont peut-être pouvoir remporter la Champions League, y retourner l'année d'après. Sauf que du coup, dans l'effectif, il n'y a plus Rachid Souleymane, il n'y a plus ce genre de joueurs qu'ils avaient et qui ont été très performants pendant la saison de BCL de cette année. Et du coup, bah, c'est peut-être des mecs qui viennent d'arriver et qui vont leur permettre d'avoir le titre et qui vont repartir derrière pour repartir dans une campagne et rejouer exactement les mêmes joueurs. Enfin, je sais pas, moi ça me fait bizarre, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ça rajoute des matchs alors que du coup il va falloir recaler le championnat, ensuite il va falloir rejouer la BCL. Enfin, ça a l'air d'être un bordel un peu sans nom. Et moi c'est surtout en termes d'effectifs, quoi. Parce que ne serait-ce que prendre Chase Simon qui est à Dijon, le mec jouait la BCL en Pologne l'année dernière, et là il arrive et son équipe à lui n'est même plus qualifiée, et il arrive à Dijon et il peut jouer une coupe direct. Bah, sans Alors, oublier que certains effectifs ont été décimés. Un truc tout bête, hein. T'enlèves TJ Campbell et Mustapha Fall à Ankara. à Ankara, mais voilà. Mais c'est l'exemple parfait en plus, tu vois. Ankara, c'est ce qui me choquait aussi le plus, tu vois. C'est Là, j'ai l'exemple pris. qui est parfait ou c'est moi? Bah, t'es parfait dans ta réflexion, mais l'exemple est bon aussi, tu vois. Mais moi, ça me choque en fait. C'est peut-être très con, hein, mais c'est juste que pour moi, ça avait plus aucun intérêt, quoi. On efface tout, on recommence. Ben, l'Euroleague, ils ont fait une croix sur leur saison. L'Eurocup, ils ont fait une croix sur leur saison. Il y a des championnats qui ont arrêté. Tant pis, voilà, on passe à autre chose. Là, on s'entête pour je ne sais pas quelle raison, je sais pas ce que ça va amener de plus. Enfin bref, moi je suis pas emballé. Après, c'est mon avis perso, hein. Je pense qu'Adrien est très emballé. Et puis de toute façon, le Final 8, je vais pas faire la fine bouche, hein. Je vais le regarder avec grand Ah. plaisir. T'en penses quoi, Adrien? Ah bah clairement, son avis, il se comprend, quoi. Parce que je le dis honnêtement, quand j'ai vu la news sur Internet et j'ai vu que les gens se marraient, ça paraît clairement ridicule d'organiser ça alors que c'est plus les mêmes rosters. Et d'un autre côté, comme j'aime cette compétition, et je l'ai souvent dit, je suis emballé par le fait que bah, qu'il y a quand même un trophée à aller chercher. Et disons que si tu veux, l'idée de se dire, il faut qu'on termine, ça me plaît, mais c'est clair que ça aurait eu plus de sens si ça avait été fait avant. Surtout quand je vois que l'ACB et le championnat allemand ont réussi juste après la première vague d'épidémie qui a fait beaucoup de victimes, ont réussi à organiser leur championnat, quoi, tu On n'en vois. parle pas assez. On parle beaucoup de la NBA et de la bulle, mais on n'en parle pas des Allemands et des Espagnols C'est qui ont fait un taf magnifique. c'est clair. Il y avait également le championnat israélien. Et tu vois, et là j'avais les boules, quoi. C'est pour l'Eurocup surtout, tu vois. Je voulais voir la Virtus Bologne s'il pouvait aller au bout. Doucement, Si, doucement, mon ami, doucement, doucement, doucement. si même le Partizan Belgrade aurait pu aller au bout, qu'on aurait pu avoir une finale magnifique. Mais voilà, c'est comme ça. C'était une situation inédite. Il y a un des dirigeants de la Virtus Bologne, qui a dit
que voilà, il y avait l'émotion du moment, on savait pas trop, on était inquiet, on avait des doutes. Et donc voilà, c'est une page qu'il va falloir tourner. Maintenant, je me demande, je peux peut-être me tromper, hein, mais je vais peut-être loin dans mon raisonnement. Je me demande si la FIBA le fait pas aussi un peu exprès. Je me demande Alors, si là, je vais réagir. je vais te dire pourquoi. Je Je me vais demande si dans. réagir parce que c'est important ce que tu es en train de dire et je vais tout de suite approuver l'argument d'autorité de Romain qui est les effectifs. Par contre, je suis comme toi, Adrien, moi ça m'emballe ce Final 8. Déjà, ça va être joué à Athènes. Mais pour moi, et je pense que tu allais embrayer là-dessus, c'est sûr que c'est une compète à qui est la plus grosse. C'est de dire, ouais, Euroleague, Eurocup, vous êtes arrêtés. Nous, on va jouer différemment et on va aller jusqu'au bout de notre compète. Et ça, c'est fort. S'ils arrivent à la faire jouer de manière normale, comme c'est passé la ACB ou la Ligue allemande, là, ils auront gagné leur pari. Exactement. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'ils l'ont fait exprès parce que on était dans une situation inédite à cause de cette crise sanitaire. Et ils se sont dit, bon, allez, on va pas se prendre la tête, même si ce sera plus les mêmes rosters, que ça va paraître ridicule. On va organiser ça le plus longtemps après dans le calendrier. Et peut-être qu'au moment-là, la crise du coronavirus, elle sera terminée et il y aura du monde dans les salles. Bon, finalement, c'est ce qu'il en est. Ça va devoir se jouer à huis clos. Et Mais une si OAK ça huis aurait... clos, c'est moyen, hein. Ah ouais, ouais, ça fait bizarre, Tout mais pour bon, l'AEC, hein, parce que l'AEC sans le public, c'est pas le même club, hein. ouais, je me demande s'ils auraient pas pu essayer de laisser rentrer quelques personnes quand même, mais parce qu'il y a des championnats qui le font, France, Italie. Mais oui, mais laisser craquer des fumigènes dans les salles, enfin, je veux dire. En Ouais, plus, il paraît que le virus, il aime pas la chaleur. ouais, mais non, non, je me demande vraiment si c'était pas l'idée. Bon, finalement, voilà, on sait que ça se jouera sans public, mais je me dis qu'ils ont voulu quand même être malins par rapport à ça. Après, voilà, c'est même s'il n'y a pas de public, ça reste une compète, va falloir la gagner. Et puis tu sais, je vais te dire, il y a beau pas avoir de public, quand je vois là la CB, alors eux ils jouent à huis clos aussi, quand je vois la fin de match qu'il y a eu entre Murcia et Tenerife, waouh! Moi je dis bien joué les gars. Ouais, les championnats ont repris et ça commence à être costaud un peu partout. Il faudra qu'on fasse un petit tour d'horizon. En attendant, est-ce qu'on parlerait pas de la FIBA Europe Cup? Si je me souviens bien, il y avait également une question là-dessus, parce que je pense Euh, que bon, alors, vas-y Coco, Romain, à moins que tu aies attends, quelque chose à dire. ouais, j'avais juste un tout petit truc à rajouter par Let's go. rapport à l'histoire des effectifs là dans la BCL. Pour vous, là, sans réfléchir, Adrien, Corentin, pour vous, le favori de la BCL là sur le Final 8, c'est Moi, qui? c'est en trois lettres. C'est en trois lettres. L'AEK? Ouais, like. Voilà. C'est mon souhait. Je pense que Tenerife, c'est plus l'équipe d'avant. Saragosse, c'est très costaud, mais l'AEK seront à domicile et même sans public, ils vont le faire. Et c'est ce que je Et toi, souhaite en Adrien? plus. Honnêtement, j'ai envie d'être du même avis. Hein. T'as toujours Keith Langford, t'as toujours Marcus Lauter, Et ils ont pris Tyrese Rice, ils ont pris Tyrese également l'autre Rice. ricain là. Comment il s'appelle Adrien Ricain qu'ils ont pris le poste 4? Euh, Darian ah, Elkins, l'ancien de Strasbourg. Ouais, exactement. ouais, ouais, ouais. Puis Donc, ils ont pris Yannick Morera, Matt Lojeski et Nico Voilà. Zizis aussi, hein. Bah, ils vont Zizi, ça a déjà joué la BCL l'année dernière avec eux, ce qui est arrivé en cours d'année. Mais, euh, mais c'est les Ricains qui leur font gagner. On va pas se mentir, j'adore ce club, mais l'année où ils gagnent la BCL, c'est leurs Ricains hein, qui font tout. Donc là, ils vont aller au bout grâce à leurs Ricains, je pense. Après, ça peut aussi les flinguer. Et t'en penses quoi, toi, Romain? Bah moi, je vous rejoins un peu sur l'AEK. J'ai eu un regard sur l'Apoel et le Turc Télécom. Mais du coup, si je vous pose cette question, c'est pas innocent. C'est parce que du coup, je viens de calculer. L'Apoel Jérusalem et San Pablo Burgos, ils ont 10 nouveaux joueurs dans leur effectif. Le Turc Télécom, ils en ont 9. L'AEK, ils en ont 8. Saragosse, 7, dont Soulaïman, que je viens de dire de Dijon. Nymburk, ils en ont 6. Et Dijon, ils en ont 5. En fait, pour moi, c'est le Final 8, c'est presque un tournoi de pré-saison et c'est les nouveaux effectifs qui s'affrontent, quoi. Quand tu vois que les favoris ont changé les trois quarts de leur effectif, pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. ouais, après, j'ai envie de dire, c'est vrai, bon, c'est ridicule, mais je me dis à la limite, est-ce que c'est pas ça qui va en faire un tournoi à part, quoi? Tu te dis que les mecs qui ont signé là, ben, peut-être ils vont être motivés, ils vont se dire, au moins on va ajouter un trophée à notre palmarès.
Mais après, c'est sûr que ça fait bizarre, quoi. Mais Alors, sans rentrer dans le jeu des comparaisons, parce que c'est pas le but et que j'aime les deux compétitions autant l'une que l'autre, mais du coup, tu fais comme l'Euroleague, tu fais des tournois de pré-saison dans des bulles où tu essaies de t'organiser un truc, et là, tu as les nouveaux effectifs qui s'affrontent, mais tu Mm. dis pas que c'est la compétition 2019-2020, quoi. Ouais, ouais, c'est les deux se défendent, hein. Ah, Après, complètement, hein, complètement. il y a aussi le fait que les gars qui ont des clauses Euroleague, ils vont essayer de les faire valoir. Comme on avait vu Sandrous qui était parti au CSK en provenance de l'AEK, ça peut jouer. Après, j'avais oublié Dijon aussi. Je me suis emballé sur l'AEK, mais Dijon, et c'est super pertinent ce que tu as dit, c'est que il y a beaucoup de nouveaux joueurs partout. Certains sont parodés parce n'ont pas pu faire beaucoup de matchs à cause du copain Covid-19. Et si Dijon l'a gagné? et je me suis posé, tu sais que je me suis posé la question parce que je me dis, c'est folklore, c'est organisé longtemps après, c'est plus les mêmes rosters dans Eh beaucoup oui. d'équipes. Mais je me dis, si on la gagne, on sera encore content d'avoir gagné une coupe, hein. Non, mais s'ils vont en finale, moi je prends un billet simple pour Dijon et ça va partir en cacahuète, mon gars. Si la JDA gagne, je suis avec mon drapeau français face de la cathédrale. Non, c'est énorme. Enfin, en soi, j'y avais totalement zappé cette équipe, mais ils peuvent le faire. Qui est meilleur que Lasvel dans cette compète-là? Ils ont tapé Lasvel, hein? Ouais, le premier match de Jeep Elite, là. Ouais, j'ai Ouais. maté, ouais. Et ils ont fait un gros match. Enfin, d'ailleurs, encore merci à l'LNB de mettre tout ça en clair, ça fait du bien. Mais ce match, moi, il m'a. Enfin, c'est tellement Dijonais ce qu'ils ont fait. C'est tellement Laurent Leniam, c'est tellement Axel Julien. C'est clair. Ouais, et pourquoi Et pas? puis David Et Alston. pourquoi pas? Ouais, mais il n'y a même plus à le mentionner, gros. Enfin, ses Ouais, c'est hésitations, vrai. son handle. Oh, ah, il doit être écœurant quand tu joues contre lui. Mm. Et en plus, enfin, l'effectif, enfin, ils ont perdu des joueurs importants, mais Mm. ils ont rajouté deux, trois garçons. Enfin, il y en a un, moi, je Johnson. vais l'appeler mon poulain. Voilà, c'est ça, c'est Jaron Johnson. Typiquement, dans un Final 8, s'il y a bien un mec qui prend feu pour te faire passer un tour, c'est typiquement le mec sur qui je mets une piécette, hein. Yes, sir. C'est Lui, il est capable de prendre feu quand il veut. Chase Exactement. Simon, c'est un très très bon joueur aussi. Et puis le Belge Ant van Giem, enfin, Ouais, il a fait une très bonne prestation. il est élégant à avoir joué. Je pense Ouais. qu'il n'a pas été un des meilleurs joueurs du championnat belge pour rien. Mm. Je fais confiance à Laurent Leniam, hein, sur le recrutement. Puis on a des Surtout bons joueurs. que. On a des bons joueurs français, hein. Axel Julien, Alexandre Chassang. Ah Donc, oui, attention. Chassan, ouais, il était énorme. Gros shooter lors du match contre l'Asvel. Mais surtout quand tu vois leur partie de tableau, Ankara, à juste titre, Romain l'a dit, c'est plus la même équipe. Burgos et la Poel Jérusalem non plus. Ouais. Eh, tu peux aller en finale, hein. Et donc, Tu s'ils peux vont en aller en finale, finale. ils tomberaient sur peut-être. Euh, AEK, Ah AEK, ouais. parce que l'AEK va désosser Limburg, honnêtement. Et sinon, c'est un Espagnol. Ben, Saragossa ou Tenerife. tu vois, tu te dis, ça c'est un scénario, tu te dis, on tombe en finale contre l'AEK. Monaco, ils avaient été battus il y a Mm. quelques années. Tu te dis Ah, mais il là, y a le public. et en plus, il n'y a pas de public, tu vois. Eh oui, et l'AEK sans public, c'est pas la même ambiance, hein. Ah, ça serait Et ils ouf, le hein, quand savent. même. Bah, après, les supporters, ça peut être des ouf, hein. Ils peuvent mettre des feux autour de l'hôtel, chanter toute la nuit pour pas qu'ils dorment. Non, mais ils sont capables, hein. C'est vrai, Ah hein, oui, ça oui, existe, non, hein. mais ça va très loin, oui, oui, ça je sais. Mais pour le coup, ouais. Ouais, allez, Dijon ou AEK, et si Dijon gagne, allez, tous à Dijon faire la teuf. Ce serait incroyable. Ça serait ouf. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas? Je crois qu'on avait encore une question. On n'avait plus d'autres questions sur la BCL. Mais on avait une question sur la FIBA Europe Cup, non? Alors, attends. C'est toi qui Si la l'avais BCL, préparé, Adrien. la BCL, il y avait une autre question. Alors, ils ont adopté un nouveau format, Mhm. euh, Ah beaucoup, oui, effectivement, ouais. beaucoup plus pratique par rapport à la crise sanitaire. Donc, ça sera 8 groupes de 4 au lieu de 4 groupes de 8. Et il y aura 6 matchs au lieu de 14. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors on précise que c'est pour la saison prochaine, ce sera après le Final 8. Voilà, ouais, pour la saison 2020-2021. Je vais être rapide, moi je valide. Pour moi, c'est beaucoup plus visible pour le public. Et toi, Romain?
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis si d'un côté ça permet à ce que les clubs ne se croisent pas tous dans toute l'Europe et que ça peut essayer de contenir un peu le virus dans les équipes et qu'on puisse assister à une saison à peu près correcte sans devoir reporter toutes les 2 secondes, pourquoi pas. Ça redistribue aussi les cartes pour nos clubs et il y a des beaux petits groupes. Donc j'ai hâte d'aller voir du coup le Turc Télécom à Beaublanc et peut-être que l'Aigokea aussi, s'il se qualifie, va débarquer à Beaublanc et étant fan de l'ABA League, je me ferai un plaisir d'aller les voir. Ah Bah, oui, ça écoutez, va être sympa, ouais. écoutez, moi les gars, perso, je vous rejoins. Même s'il y a beaucoup moins de matchs, donc il va y avoir 6 matchs au lieu de 14. Quelque part, tu vois, là où ça peut être intéressant, c'est que même si c'est un modèle de compétition un peu compact comme ça, je me dis que si ça peut permettre à des clubs justement de petites nations basket, comme le club chypriote du Keravnos, bon, le Smoky Minsk, on sait qu'ils sont Me parle pas d'eux, Adrien, je les déteste maintenant. à cause de l'élimination de l'Héraklis, ouais, je sais. Ouais. Mais si ça peut permettre aux autres clubs des petites nations de jouer les troubles faits, pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant et puis ça peut être fun à voir, quoi. Donc on verra bien, mais de toute façon, si on n'a pas le choix en plus, vu le contexte, la situation, la crise sanitaire actuelle, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Ok, Est-ce que nickel. est-ce que l'un de vous connaît la suite du format du coup parce qu'ils ont changé la phase de poule, mais derrière ça se passe comment? Est-ce qu'ils ont annoncé ça? Non, ils n'ont pas Non, annoncé, ça va je être crois. voté. D'accord, ok. Parce que finalement, là, si les groupes vont diminuer le nombre de matchs entre guillemets en phase de poule ou en saison régulière, mais si derrière ils recroisent certains groupes les uns avec les autres, au final, les équipes vont quand même jouer pas mal de matchs. Donc, à moins qu'ils coupent rapidement en gardant le premier et le deuxième, etc. Enfin, je sais pas comment ils veulent s'organiser, et ils font déjà direct une phase finale. S'ils recoupent les groupes après en d'autres nouveaux groupes, ça peut être tout aussi intéressant parce que finalement, on va pas perdre un match. Je sais pas. À voir. À surveiller, ouais. Ouais, c'est pertinent de se poser la question, effectivement. On enchaîne sur la FIBA Euro Cup? Parce que mine de rien, on a encore pas mal de questions en suspens. Ouais. C'est Adrien qui voulait poser une question sur la FIBA Euro Cup, je crois. Ben voilà, j'avais vu le sondage sur la page Ficelle. Ouais. La FIBA Europe Cup, on sait que c'est une coupe qui s'ajoute encore après. Bon, l'Euroleague, c'est incontournable. Qui s'ajoute après l'Eurocup, après la BCL. Et je voulais savoir ce qui en fait plutôt une C3 à C4. Si on considère, quand je dis C3, c'est si on considère que l'Eurocup et la BCL se valent. Est-ce que vous trouvez qu'elle a son importance ou est-ce que selon vous, elle sert à rien, quoi, cette FIBA Europe Cup? Je vous laisse répondre, les gars. J'ai mon argumentation et pour moi, c'est très clair dans ma tête. Je sais pas ce que t'en penses, Romain. Je sais qu'Adrien, toi, t'es mitigé, même si tu y tiens. Mais je serais curieux d'entendre Romain là-dessus. Ouais, Romain? À une époque, je vous avoue, je regardais et je prenais du plaisir à la regarder. Là, je sais plus trop quoi en penser en fait. C'est parce qu'on a vu la BCL qui a pris un level assez important au point où dans d'anciens podcasts, on se demandait si ça titillait pas le niveau de l'Eurocup. J'ai l'impression que la FIBA Europe Cup, par contre, n'avance pas parce que on a 3 compétitions européennes qui sont d'un très très haut niveau, qui fait une sélection de clubs incroyables et on était déjà en train de se dire que même pour la BCL, on se retrouvait avec des équipes de milieu de tableau de tel championnat. Nous, en France, on envoie 9 clubs, je crois 8 ou 9 clubs en compétition européenne, dont aucun en FIBA Europe Cup. Du coup, on se retrouve quand même avec, alors sans manquer de respect, loin de moi cette idée, hein, mais sans manquer de respect à tous ces clubs, mais avec quand même bah, la charrette, quoi. Enfin, les clubs, il y a des noms intéressants, hein. Le club de Parma, voilà, qui vient de battre le CSK, Mornar-Bar, le Beşiktaş, mais c'est pareil, c'est en train de perdre de sa splendeur.
On a le Reggio Emilia. Alors après, Adrien, tu pourras compléter si je dis une bêtise, mais passé un moment, c'était un super club, donc ils ont l'air de faire office de favoris. Je sais pas là, ça va être vraiment compliqué de me faire regarder un match là-bas. Euh, Ça fait une coupe, quatre coupes d'Europe, c'est déjà, enfin pour moi ça devient le bordel et on s'y perd, on s'y perd. Voilà, je vais essayer de simplifier. Il faudra en enlever une et malheureusement, enfin celle-ci, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Au moins, c'est clair. Et Adrien, t'en penses quoi? Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. J'allais dire que je suis mitigé. C'est-à-dire que on va pas se le cacher. La FIBA a fait beaucoup autour de la BCL. Donc là, clairement, la BCL est montée en puissance. On sait que maintenant, elle avait vraiment un potentiel intéressant. Que la FIBA Europe Cup, on a l'impression que ils exploitent pas justement tout le potentiel que pourrait avoir cette compète ou son importance. L'importance, bah, c'est surtout pour les petites nations de basket, quoi. Et j'ai envie de dire que est-ce que c'est pas ça qui fait que cette coupe est un peu marginalisée, quoi? Parce que quand tu regardes les grosses coupes d'Europe comme la BCL, maintenant elle fait parler la BCL parce que ils ont réussi à attirer des clubs turcs, notamment avec des wildcards. Et c'est une grosse nation de basket, quoi. Alors après, est-ce qu'ils peuvent essayer de faire gagner de l'intérêt à cette compète? J'en doute, à moins qu'ils fassent vraiment les efforts nécessaires. Mais je dirais que c'est surtout une compète pour les pays comme la République tchèque, la Bulgarie, Roumanie, les pays comme ça, quoi. Hongrie, c'est là où ça a son importance. Parce qu'après, je dirais vraiment, quand tu regardes par exemple le club hongrois du Falco Zombatelli, qui a été impressionnant cette année en BCL, hein. Quand ils étaient en FIBA Europe Cup, ils terminaient toujours dernier de leur groupe, ils se qualifiaient jamais, quoi. Donc, je pense que les petits clubs, entre guillemets, ou les clubs des petites nations basket, ils la jouent quand même, cette compète, avec l'idée d'aller loin. Alors, cette année, il y a des clubs intéressants. En plus de ça, il y a Reggio Emilia, Beşiktaş. euh, c'est pourquoi pas. L'Iraklis. L'Iraklis. Ouais, bah, ils vont la jouer. Bah, Mornar-Bar, ils n'ont pas changé de compète, ils ont changé d'avis, je crois, hein. Ils vont Non, jouer. ils y seront bien, Bornarbar. Ils seront dans le groupe, bah, peut-être de l'Iraklis, ça dépend le résultat. Mais ils ont Den Bosch et un club biélorusse, le Boris Fen. Mais après, voilà, tu vois, mais ça reste globalement la compète des petits, quoi. Mais, mais d'un autre côté, voilà, s'il peut y avoir quelques clubs intéressants. Après, c'est ce que je regrette avec la FIBA, tu vois, c'est que ils, ils ont des bonnes idées avec la BCL, avec la Coupe intercontinentale aussi, qui devient une vraie compétition. Les compétitions internationales sont de mieux en mieux organisées. Et à côté de ça, ils ont des compétitions comme la FIBA Europe Cup ou la Alp Adria Cup. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, l'Alp Adria Cup, ça regroupe des clubs de pays d'Europe centrale, donc tout ce qui est club slovaque, tchèque, autrichien. Et tu as l'impression qu'ils ne font pas de com autour, quoi. L'Alp Adria Cup, la com, elle est inexistante, tu vois. Ils ont pas de résumé vidéo sur YouTube. Bon, ils ont une page Facebook, mais ils n'ont pas de page Twitter. Tu vois, c'est dommage, c'est dommage. J'entends, ouais, j'entends tes arguments. Je suis plutôt d'accord avec toi sur la com. Je suis sur la plage de la FIBA Europe Cup là. Il y a deux liens qui t'emmènent sur le site de la FIBA et qui te disent que bah, ton lien est périmé en gros. Moi, je me suis posé cette question. Ça m'a fait énormément de bien de vous entendre. J'entends vos arguments. Je vais juste faire une comparaison. Dans le foot, fut un temps, on avait, comme dans le basket, la Coupe des clubs champions, la Coupe des coupes, et on avait la Coratch en basket. Et en foot, ils avaient la Champions League, l'UEFA, et la dernière, c'était l'Intertoto. L'Intertoto était supprimé. Avec Platini, ils ont voulu introduire une dose de représentativité et faire que l'UEFA soit plus intéressante avec beaucoup de clubs qui rentrent de petits pays. Moi, cette représentativité, elle me tient à cœur parce que c'est l'ADN du basket européen, bien sûr. Mais elle fait pas Et tout. je suis du Elle même fait avis pas que tout. toi.
Elle fait pas tout et malgré tout, moi je suis content de les voir. Mais je vais vous faire une petite confession. Maintenant, j'ai un boulot depuis 2 ans. Avant, quand j'étais étudiant, je les regardais les matchs gratos. Je regardais même des matchs Sofia contre le Başakşehir à l'époque où Juice Thompson jouait là-bas. Bon, c'était pas des matchs passionnants, mais tu regardais quoi. Tu voyais autre chose. Donc l'argument négatif, c'est que bah oui, il y a trop de coupes d'Europe. Et Romain l'a très justement dit. Les autres sont d'un niveau incroyable. Là, du coup, il y en a 4-5 clubs qui tentent le pari de se dire c'est quand même une Coupe d'Europe, donc bon, on a glissé là, on va essayer de la gagner. Mais il n'y a pas de modèle économique pour cette coupe. On ne gagne pas en visibilité pour le basket européen. Il n'y a pas assez de communication. Si tu fais les choses, fais-le à fond. Et en plus de ça, les salles ne sont pas forcément remplies pour cette coupe-là. À part Izmir, qui l'année dernière était vraiment un chaudron, et j'aurais bien aimé voir la fin de la compète et voir s'ils allaient au bout parce que c'est une ville de basket et c'est un club important. J'aurais bien aimé les voir. Ensuite, ça reste une coupe d'Europe, par contre, et, et c'est un côté positif parce que c'est toujours un plaisir de la gagner. Moi, j'étais très content euh, quand Chalon et Nanterre se retrouvaient en finale et que Nanterre a été au bout. Quelque part, ça te fait quand même un trophée à afficher. Et enfin, Exactement. dernier argument pour, c'est que le recrutement, un JDC, ouais, c'est ça, Jean-Denis Choulet, pardon, genre de mec, ils regardent ces compètes-là, ils bouffent du basket parce que pour l'année prochaine ou en cours de saison, ils savent qu'ils peuvent aller chercher des mecs intéressants à Fribourg, à Zielona-Gora. Enfin, non, Zielona-Gora, la joue pas, pardon, il la joue l'année dernière. À Kif Basket, à Reggio Emilia, à Belfius, Mornarbar, que Romain a cité, à l'Iraklis. Et cette compète, enfin, elle est importante pour un truc, c'est qu'il y a un club magnifique qui est Iraklis Thessalonique, que vous pourrez voir dans mon film, avec une superbe ambiance, et c'est un club qui revient de très loin, donc faut aller les supporter. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Euh, c'est vrai que ouais, c'est une compète qui porte à débat, mais c'est important qu'elle soit là pour l'instant, parce que elle existe, elle mérite d'exister, donc il faut quand même se renseigner. Mais il y a un gros boulot encore à faire dessus. Rectification, Mornar Ouais. a décidé de jouer l'Eurocup. Ah ouais, ils ont changé. Bah tu vois, Ouais, en plus, c'est-à-dire que le site de la FIBA Europe Cup, enfin le lien, est pas bon en fait. Ils sont pas à jour. C'est ouf. ben alors après, ils refont à chaque fois des sites pour la nouvelle saison, tu vois. Ouais, Et mais donc, tu tu vois, vas ça, sur le ça aide bon pas à lien. gagner en visibilité. Ouais, bah oui, bah voilà, bah ça c'est clair. Ils ont le plus beau trophée. Pour moi, c'est le plus beau trophée des Coupes d'Europe. Le logo est sympa, mais ils font pas les choses au bout. Ils vont pas au bout des Pour choses. Ah, bref. pour la petite précision, le trophée, c'est le trophée de l'ancienne Euroleague. C'est ça. Ouais. Ouais. Qui pour moi, top. J'ai eu le plaisir de le voir à Alors, Thessalonique. Il envoie. Adrien, je suis sur le site de la FIBA Europe Cup pour la saison qui arrive. Mornar-Bar y est bien, hein, donc ils sont même pas à jour sur leur truc. Ouais. Et pour rebondir aussi sur le fait que bah voilà, donc la rectification que tu viens de faire par rapport à cette équipe, ça veut aussi dire que les clubs, dès qu'ils vont avoir un ticket pour la BCL ou pour l'Eurocup, dès qu'on va leur ouvrir ne serait-ce que une petite fenêtre, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont aller au-dessus. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, bah, les clubs, ils s'inscrivent dans cette Coupe d'Europe parce qu'ils se disent, bah, tant qu'on a que ça, on va y aller. Mais dès qu'ils peuvent se barrer, ils vont se barrer. Et du coup, bah, c'est un petit peu dommage, quoi, parce que on a l'impression qu'elle n'est pas légitime dans la tête des. Exactement. Alors que t'as du spectacle, hein. J'avais été voir à Nanterre. Là, en plus, on a les London Lions qui rentrent dans le truc, donc c'est assez intéressant, hein. En fait, c'est une coupe pour les romantiques du basket, quoi. Le mec qui a que ça à regarder et qui est vraiment, vraiment passionné, qui a pas de vie, quoi. En soi, tu regardes un Eros Den Bosch BC Boris Fen, voilà, faut prendre un effet Aragon après, quoi. Non, mais voilà, moi j'y suis très attaché, mais c'est vrai que voilà, quand tu bosses, enfin, tu peux pas la regarder, elle a pas de. Vous parliez de légitimité, il y avait aussi le fait économique. Je pense qu'ils vont encore essayer 1 ou 2 années, et puis je pense que le basket enfin, la FIBA et ECA vont devoir trouver une solution, et je pense que ça va être la grande perdante, ils vont devoir la supprimer. Bah, c'est clair que. Après, je dis, si c'est bien pour les petites nations, parce que, bon, en BCL, tu as des clubs de pays moins cotés dans le basket, quoi, mais après, si tu veux,
quand tu vois les niveaux des différents championnats, oui, le niveau général, il est moins balèze, tu vois, Mm. dans les autres pays. Donc moi, je me dis, s'ils peuvent avoir deux, trois clubs par-ci, par-là qui peuvent participer à une petite Coupe d'Europe, après, c'est clair que peut-être qu'ils la supprimeront, ouais. Mm. Exactement. Est-ce que justement sur le point où vous disiez c'est bien d'introduire des équipes de petites nations, du basket, etc., je suis tout à fait d'accord et je suis complètement fan des qualifs là qu'il y a eu en BCL où on a des clubs voilà, de Chypre, etc., qui passent. Mais est-ce que on est obligé de leur réserver entre guillemets une coupe rien qu'à eux? Parce que là, dans la FIBA Europe Cup, on a des clubs anglais, on va avoir des clubs biélorusses, etc., etc. Ou est-ce que, à l'image d'une Ligue Europa en foot ou d'une Champions League, eh ben, ils passent par des tours de qualification et comme on l'avait vu que c'est arrivé avec Bordeaux, avec Lyon à l'époque, où les Girondins de Bordeaux s'étaient fait sortir par le club hongrois de Vidéoton, ben voilà que ces clubs, ben on les mette dans ces qualifs d'une grosse Coupe d'Europe et que sur je sais pas combien de tours de qualifs, il y en ait un, deux qui créent des surprises comme il y a eu là en BCL et on se Mm. dit bah, c'est le petit poussé, c'est la belle histoire et on les met en avant plutôt que de dire bon bah ils sont dans cette quatrième Coupe d'Europe, on va Ouais. les laisser faire mumuse entre eux et on Ouais. banalise ça en disant bah la quatrième Coupe d'Europe c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, et puis on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour leur laisser de jouer au basket un petit peu plus dans la saison. Tu vois, je préfère qu'on Mm. essaie de les mettre dans une grosse compétition européenne comme la BCL est en train de prendre de l'ampleur, ça peut être intéressant, et qu'on on essaye de les mettre en avant, et qu'à la fin on se dise, hey, t'as vu ce petit club hongrois là? Ils ont joué contre telle grosse équipe en qualif, et puis ils les ont bien embêtés, tu vois, ils ont des bons joueurs, etc. Je Ouais, sais pas. exactement. Je suis entièrement d'accord parce que des back and beers, des équipes comme ça sont vraiment embêtantes. Et si tu veux, je pense qu'en Europe, on n'a pas cette mentalité-là, tu vois. Ça aurait été aux States, la Cinderella de la March Madness, tout le monde en parle. C'est le truc, waouh, super surprise, South Carolina, etc. Ah, ils ont été exceptionnels, machin. Ouais, bah nous, on n'est pas capable de faire ça en Europe. Et c'est dommage. Et je suis entièrement d'accord avec toi de plutôt valoriser des parcours comme ça, même si les mecs vont pas au bout, c'est comme un peu le Coupe de France, les clubs amateurs qui sortent les grands, bah c'est important. Et de l'autre côté, certes, c'est une coupe qui est réservée à tous ces petits pays-là, comme les Coupes d'Europe de basket pour les petites nations. Mais au final, si tu la gagnes, si tu t'es tapé je sais pas combien de kilomètres, donc elle est très dure à gagner. Il faut aller jouer dans des salles où des fois t'as même pas de chauffage. Enfin, je grossis le trait, bien sûr, hein, mais elle est très dure à gagner parce que tu joues que contre des petites équipes comme ça, avec un niveau de structuration différent et que tu te tapes des bornes et des bornes. Donc, elle a du charme, certes, mais je serais plutôt d'avis, comme tu disais, à mettre en valeur les 3-4 clubs qui réussissent à faire leur trou en BCL et qui vont chercher des grosses équipes et qui des fois même font les playoffs, quoi. Surtout qu'on a tous été plus ou moins d'accord sur un truc, c'est que, ok, c'est une petite Coupe d'Europe, mais il y a des clubs ultra intéressants. Et puis ton argument d'un Jean-Denis Choulet capable d'aller chercher des mecs dans ces équipes-là, enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, quand il va chercher John Robertson, le mec joue en Suède, hein. Donc forcément, à un moment donné, il a regardé ce genre de match. Mais voilà, je préfère qu'on les mette en avant plutôt qu'on les laisse dans leur coin, tu vois. Mais il y a des clubs magnifiques à regarder, hein. C'est clair. Mornar c'est un très bon exemple. Allez checker notre épisode sur la Baligue, fait par une main de maître, par Romain, notamment lorsqu'il est intervenu sur Mornar. Il y a des choses à dire. Est-ce qu'on passerait pas à l'Eurocup et l'Euroleague, les gars? Allez, c'est Let's parti. go! Let's go! Bah, je vous laisse enchaîner, Romain ou Adrien, comme vous voulez, pour parler de l'Eurocup, si vous avez des questions dessus, et ensuite on fera l'Euroleague. Ben, pour l'Eurocup, moi je vais vous poser une petite question. On aura 4 représentants cette saison qui sont Nanterre, Bourg, Levallois et Monaco. Et je vais vous demander pour vous qui ira le plus loin de ces 4 clubs. Vaste question. Alors, j'ai voulu me pencher sur la question et c'était très dur parce que c'est des équipes avec des profils différents. Malgré tout, la réponse a été très claire pour moi. Monaco, l'expérience de la compétition.
En plus de ça, ils ont un coach qui est habitué aux joutes européennes. Ils ont moins de preuves à faire sur le champ de bataille, dans le sens où les gars jouent ensemble l'année dernière dans cette même compétition, même si le roster a un peu bougé. Et puis, je les vois plus structurés et plus aptes à faire déjouer des grosses écuries que Bourg qui va découvrir la compète, que Nanterre qui va peut-être être trop juste face à des équipes très physiques, et que Levallois, dont je reparlerai, mais qui ne m'a pas vraiment convaincu dans son recrutement. À part Halilovic, bien sûr. Voilà. Bah, Monaco, ça paraît clairement logique, hein. Maintenant, je suis curieux de voir ce que vont faire les clubs français dans cette compète. Je suis en train de jeter un coup d'œil aux différents groupes là. Alors, Bourg-en-Bresse a quand même un gros roster cette année, mais ils vont être dans un groupe, c'est pas cadeau quoi. Unix Kazan, Juventud Badalone, Partizan Belgrade, Venezia. euh, Ça va être compliqué. Et après, je dirais que pourquoi pas les Métropolitanes, ça allait chercher un ou deux matchs contre Mornar ou le Budućnost, sachant que Ulm est à peu près je dirais, d'un niveau équivalent. Sinon, Nanterre aussi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que Ils ils ont un peuvent bel prendre des effectif. matchs, hein. Ouais, ils ont un bel effectif. Et puis franchement, le groupe où ils sont, je me dis s'ils peuvent aller chercher quelques matchs contre le CD Vita Olympia ou contre Bursaspor, qui Mm. est pas la plus grosse équipe turque, quoi. Oh non, loin de là, hein. Voilà, ouais, tu vois, ça serait. Franchement, ça serait sympa de voir, à part Monaco, de voir un ou deux autres clubs français aller loin, quoi. Ouais, clairement. Nanterre peut faire des embuscades et aller taper des équipes, mais leur groupe fait assez peur. Et toi, Romain, t'en penses quoi? Alors, j'étais très pessimiste à un moment donné pour Monaco. Le mercato avait eu du mal à se lancer. Là, ils ont un effectif très correct. Ils récupèrent sur le fil Carrington, qui n'a pas voulu rester à Vitoria à cause d'une histoire de papier. C'est bien dommage, mais c'est pas grave, on lui en voudra pas. Et ils récupèrent Mathias Le Sort, donc ils ont rajouté un peu d'expérience. Je vais sûrement te faire râler, Coco, mais du coup, moi, je suis très hypé. Bon, je mets la JL Bourg à part. Les auditeurs doivent comprendre qu'on est fan de ce club à mort. Euh, mais du coup, moi, j'ai quand même, derrière Monaco, j'ai quand même une pièce à mettre sur le Valois. Ah ouais? Ah ouais, mais clairement, j'adore ce qu'ils ont, l'effectif qu'ils proposent. Je sais pas, hein, je me trompe peut-être et je vais faire un énorme bid et les gens vont me ressortir ça peut-être à la fin de l'année. Mais déjà, pour un truc, c'est Zdovce, hein, en termes de coaching, un mec qui a été champion avec Limoges en 93, voilà, pour moi déjà Hmm. terminé. Et puis Enfin, il non, a un défaut quand même. Il a un défaut, c'est que c'est galère de prononcer. Tu prononces comment? c'est Zdovce. Moi, on m'a toujours dit ça, donc je sais pas, Zdovci, peut-être que ok. je fais peut-être une erreur, mais on a toujours prononcé comme ça ici. Ok, Euh, Zdovci. Mais l'effectif, pour moi, je le trouve ultra intéressant. On Hmm. récupère un des mecs qui a embêté Dijon en BCL avec Brandon Brown. Ils font revenir Anthony Brown, qui est passé aussi par le CSP l'année dernière et qui avait fait une pige de 10 jours très très intéressante. On ne présente pas Halilovic, hein, parce que voilà, je crois que tout le monde reconnaît son talent. On a Shikoko qui était parti pour nous faire une saison digne d'un MVP la saison dernière. Ils ont conservé Rob Gray qui est bah, un pétard ambulant aussi. Voilà, je sais pas, ils ont Konaté, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc je sais pas, cet effectif, je me dis, ok, ils ont peut-être pas encore l'alchimie pour aller super loin. Mais si ça prend rapidement et ils ont fait des matchs sympas, là, un des premiers matchs de la saison, ils ont fait un match sympa. Hmm. euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après Nanterre, c'est pas que je les vois pas aller loin, même si l'année dernière, je sais que bon, ils n'ont pas connu une campagne très convaincante et ça a été compliqué. Mais
Pascal Donadieu a fait son marché en mode je reprends des joueurs que je connais. Chris Warren, il a torturé le CSP ce week-end. Oh oui. Il a fait ce qu'il voulait de Demarcus Nelson quand il voulait. Ils ont récupéré Tyler Stone. Alors, Adrien, si vous voulez, il fera un check-up complet du personnage, mais c'est le genre de mec qui va être capable d'avoir des soirées à 30 points faciles. Cordigné, un capitaine tout à fait crédible et très intéressant. Oh oui. Je vais peut-être choquer du monde, hein, mais moi, le Dwight seul. Backs. Ouais, Dwight voilà. Backs, le jeu vidéo ambulant. Il me fait peur, lui, parce que je le trouve pas encore très convaincant. Ouais. S'il À revient voir à sur son niveau des. d'avant. Ouais, c'est ça, à voir sur des joutes européennes si ça le stimule plus que de venir en Limousin et de jouer contre le CSP. Hmm. Ouais. Mais voilà. Donc, je dirais Monaco, derrière le Valois, Bourg et Nanterre. Voilà. C'est vrai que ouais, j'avais pas regardé effectivement le correctement l'effectif de Boulogne-le-Valois. Ah, il a de la gueule, le roster. Finalement, ouais, il a de la gueule. Avec Ginat Tomer aussi, le pivot israélien là. Ouais, c'est vrai. Ça m'emballe un peu moins que Monaco, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut être solide. Après, ils ont pas un groupe qui est cadeau non plus, hein, vache. Podgorica, Brescia et Malaga. Déjà rien que ça, bon, on verra. Mais c'est vrai que ton argumentation m'a presque convaincu, Romain. J'ai toujours de bons arguments. J'ai toujours de bons arguments. Ouais, c'est vrai. Et j'aime beaucoup Bourg, hein, mais Bourg, faudra qu'ils se disent qu'ils partent déjà derrière le Partizan Belgrade. Donc voilà, si c'est un autre argument, si tu veux, je t'en donne d'autres. Hein. Ah, je suis obligé de te suivre, hein. Euh, c'est vrai. En plus, l'Unix Kazan, qui eux vont aller chercher l'Euroleague, qui ont toujours des rosters, laisse tomber, je sais pas combien de millions. Venise, qui fait tout doucement son trou dans cette compète. Adrien pourra nous en parler lorsqu'on fera un épisode sur le basket italien. Non, en fait, ça va être une compétition intéressante. En fait, la BCL, c'était un peu la compétition des hipsters de basket il y a quelques années. Et au final, là, j'ai l'impression que le rapport s'est inversé. C'est un peu plus hipster de regarder l'Eurocup. Ouais, mais je dirais que, bon, on chambre, on vanne et tout, mais je dirais que ça se tient encore entre les deux compètes. Ouais, il faudrait faire un gros débat. Faudrait inviter des gens qui ont vraiment des grosses positions. Après, nous, on est trop des romantiques et des amoureux. On sait qu'on va regarder. Mais il faudrait inviter des gens qui détestent l'une des deux compétitions pour pouvoir vraiment comparer. Je crois que c'était la seule qu'on avait sur l'Eurocup, non? On avait une seule question sur cette belle compète. Je crois qu'on peut passer tranquillement à la compétition reine, l'Euroleague. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Ouais. Ok, nickel. Bah, moi, je vais emprunter les propos de Romain. Donc, du coup, j'ouvre les guillemets. Jarounas Jasikevičius, spécial dédicace à Mathieu, va-t-il dominer avec une équipe du calibre du Barça? Waouh! J'ai galéré à y répondre. Pour moi, c'est une grosse inconnue. Est-ce que vous savez y répondre? Parce que moi, j'ai gratté et j'ai pas trouvé de réponse. C'est Donc, une vraie compliqué. question. Déjà, ce qu'on sait, c'est que il a l'effectif, quoi. Euh, Heureusement. non, mais ça aide. Après, je sais pas si tu as vu, il y a des petites vidéos qui circulent sur le net où on voit que il va carrément dire aux joueurs, c'est quoi qu'il leur a sorti la Il dernière leur a vidéo dit là? ne jouez pas comme le Barça l'année dernière en étant égoïste, partagez la balle. Je vous demande de jouer comme le Barça de cette année. Ouais, Rappelons qu'ils ont fait un recrutement costaud, hein. Ils ont recruté Brandon Davis, ils ont recruté qui d'autre? Calates, petit joueur également. Mais il n'y a pas eu Brandon beaucoup Davis d'ajouts. était déjà là, Coco. Ah merde. Et qui... Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais, bah Calates. Non, mais non, c'est rien que ça, c'est assez ouf. non, je C'est vrai pense qu'après, il est pas si, resté dans ma tête, Brandon Davis. Il a pas fait une si grosse saison en même temps. il peut imposer sa patte, euh, parce que là, ce qu'il fait avec les joueurs, quelque part, il a envie de montrer que il peut se faire respecter, il peut avoir les épaules pour les amener loin. Non, je pense que il a montré aux Žalgiris. Maintenant, c'est clair que Barça, c'est un autre prestige, c'est autre chose. Mais je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. C'est un challenge pour lui, quoi, clairement. Romain, tu en penses quoi, toi?
Alors moi, je remets en aucun cas en doute le talent de coaching de Jasikevičius. Mais j'ai hâte de voir justement comment il va gérer tous les talents qu'il a. On a vu première journée de championnat contre San Pablo Burgos, ça a été très compliqué de Ouais. gagner ce match. Ils gagnent que de 3 points, mais ouais, ils ont pas été super flamboyants. Donc après, bon, on peut mettre ça sur le début de saison, hein. C'est pareil, voilà, ils sont en rodage etc. avec l'exigence de Jasikevičius. Euh, ouais, j'ai hâte de voir parce qu'en plus, quand on se penche juste sur les stats, bon, on voit que Mirotic va faire du Mirotic et qu'il a la totale confiance de son coach. Mais on voit que les cartes sont redistribuées derrière et on voit notamment Alex Abrines qui a de plus en plus de responsabilités, qui leur donne la victoire sur un tir important justement contre, je crois que c'est contre Burgos justement. Mhm. Mais on voit que tout est redistribué et je sais pas comment certains vont le prendre, genre des Higgins, des Davis, s'ils vont être au service du collectif, si je sais pas, j'y crois hein, fortement. Je dis pas qu'ils vont gagner l'Euroleague et encore moins le championnat espagnol étant madrilène de base, T'es pas pour mais Vitoria, toi? si, si, mais disons qu'entre le Barça et le Real, si je dois choisir, je préfère le Real. Mais du coup, je sais pas. J'attends d'être convaincu par ce qu'il fait. Je leur laisse du temps, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu poussif. Donc, je mets ça sur le coup du système Jasikevičius qui, voilà, qui est très exigeant et on a vu le nombre de fumées qu'il a mis à ses joueurs aux Zalgiris les années passées. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner avec un effectif où les égos sont plus forts, plus surdimensionnés? J'espère pour lui que sa carrière et son aura va lui donner raison dans le vestiaire et en espérant qu'il n'y en ait pas un qui essaye de jouer avec lui parce que bon, ben, je lui Ouais, donne pas cher de sa peau. ouais, parce qu'il va perdre, clairement. En plus, le Barça est dans une période d'affirmation, de montrer que le club est plus grand que les individualités, comme ils l'ont montré avec Tyrese Rice notamment. Et ils sont sur 2 saisons où ils essaient d'apporter de la stabilité. Moi, j'ai distingué deux choses dans cette question qui a été pertinente. Dominer où? En Espagne ou en Europe? Et je pense que clairement, les recrues, enfin la recrue qui est Calates va beaucoup apporter, mais je pense que ils vont être plus dominants en Europe qu'en Espagne. Parce que même si les équipes sont un cran au-dessous, sauf bien sûr le Real et peut-être Vitoria, il y a quand même beaucoup de qualité dans ce championnat et c'est un jeu qui, je sais pas, je vois pas trop Calates dominer en Espagne rapport à son jeu, même si c'est un excellent joueur. Je les vois plus, tu parlais d'ego, certains choisir leur match pour jouer, on va dire, de manière plus costaud en, en Euroleague. Donc voilà, je les vois plus dominer en Euroleague, même si il y a des clubs qui sont assez costauds et que ça va être une grosse saison. Après, je l'espère, moi je suis plus Barça que Real pour le coup, même si j'aime beaucoup le Real. Euh, je pense que pour le storytelling, ce serait incroyable que Jasikevičius amène l'équipe au bout, sachant qu'ils ont perdu en finale contre Vitoria. Et Vitoria, ça faisait un bail qu'ils n'avaient pas gagné un championnat, surtout avec Pesic qui était énorme, qui met une petite chasse au coach adverse en lui disant touche, vas-y, touche le trophée, parce que tu vas pas trop le toucher après. Et au final, le garçon, il est rentré à la maison parce qu'il a été viré après la défaite. Ouais, ça, c'était Voilà, énorme, voilà. ça. Le petit moment où il était avec Duško Ivanovic, là, où Ouais. il l'a chambré. Et Ivanovic, je dis veremos, on va voir, on verra bien. Ouais, ouais. Et au final, il a pas trop parlé et talent get paid. Il a envoyé Vildoza. Voilà, exactement. Et à voir aussi le jeune Bolmarus qui va donner pour le Barça. Sous Jasikevičius, il y a des choses à apprécier, je pense. Euh, Moi, je vais vous poser une petite question parce que moi, j'ai ma petite idée, je suis enthousiaste, vous le savez très bien. Et Milan dans tout ça?
Milan Ah, a-t-il vraiment ses chances pour le titre en Euroleague? ah ben, clairement, là, de tous les recrutements qui ont été faits, c'est pour moi, ça fait partie des recrutements les plus énormes, hein, avec, il y a le CSKA Moscou aussi qui a signé des gros joueurs. Mais clairement, déjà en championnat italien, là, ce qu'ils ont fait à la Supercoppa, ils, ils, ils m'ont séduit. Voilà. Euh, Ça joue collectif, j'ai l'impression. Sergio Rodriguez score pas beaucoup, mais il continue à distribuer des passes. Donc ça, c'est plutôt sympa à voir. Et puis, je dirais que y a pas, y a des joueurs qui se mettent en valeur, mais ça joue vraiment. Quand je regarde les résultats et les box scores, la marque est assez bien répartie, tu vois. Entre Kevin Punter, il y a Shevon Shields aussi, qui a fait un gros match durant la Supercoppa. Il y a Gigi Datome, Kyle Hines, euh, Zach Ledé. Donc, tu vois, l'effectif, c'est énorme. Et les mecs, ils mettent tous à peu près le même nombre de points, quoi. Donc si c'est bien coaché par Messina et que ça joue pareil en Euroleague, sachant qu'en Euroleague, c'est pas du tout la même chose parce que là, c'est des gros clubs, c'est que des clubs énormes, hein. L'Euroleague, de toute façon, je l'ai dit lors de précédents podcasts, c'est plus les mêmes perspectives qu'avant, hein. Quand tu sais que tu vas jouer des clubs qui ont à peu près le même niveau que toi, tu sais que tu vas pas tous les dominer et ça va être un vrai challenge, quoi. Donc, moi, j'attends de voir ce que ça va donner en Euroleague. Je suis prudent. J'espère qu'ils vont pas faire une Fenerbahçe, quoi. Donc, c'est-à-dire plein de stars dans l'effectif, mais à côté de ça, il n'y a pas d'alchimie. Mais pour l'instant, ce qu'ils ont montré en championnat italien, c'est super. Et en plus, là, j'ai vu, premier match de championnat, ils battent Reggio Emilia. Et pareil, c'est Ils ont l'effectif. éclaté. Ouais, l'effectif tourne plutôt bien. Chacun prend sa part de responsabilité. Chacun score, mais pas trop. Voilà, Adrien, nous on veut de l'engagement, on veut du sang et des larmes. Tu les vois gagner le titre? c'est trop En tôt pour le Euroleague? titre. Mais j'aurais envie qu'ils gagnent le titre. Voilà. Ouais, j'aurais Ah envie voilà, merci. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est ce Parce qu'on qu'en attend. tant que supporter de la Virtus Rome, ça me fait tout drôle que tu dises ça. Ah, mais tu peux pas comparer la Virtus Rome, c'est pas pareil. La Virtus Rome, il y avait une époque où ils avaient un budget pas trop mal, mais ils ont jamais vraiment réussi à poser le basket dans cette ville. Tu vois, c'est dommage, hein. Parce C'est qu'il y le avait club qui s'aime pas, hein. Ouais, ouais, ah oui, à l'époque, il y avait une époque où Rome et Milan en basket italien, c'était. Mais ça se valait, tu vois. Maintenant, Rome, c'est devenu une équipe genre. Une équipe. Attention, attention à ce que tu vas dire. Compare pas avec un Non, club français. mais c'est une équipe que j'aime bien. Je suis même pratiquement supporter de ce club-là, mais tu peux pas comparer. Ils ont pas le même budget, ils ont pas de méga stars comme à l'époque où ils signaient des Dino Radja, des Michael Cooper, des mecs comme ça. Après, Rome, ça m'a fait plaisir. Ils ont battu la Fortitudo, là, hein. Donc, Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. On en reparlera du basket italien, ouais. il y a des choses à dire. Romain, qu'est-ce que tu penses de Milan? Mets-nous une douche froide, que ce soit fait. Mais c'est pas une douche froide, c'est juste que vous allez me détester et que Adrien va vouloir m'égorger. C'est déjà le C'est- cas, hein. On sait qu'il y a des anti-ritos ici. Ah, moi, c'est pas que j'aime pas le basket italien, c'est juste que, alors oui, le recrutement est absolument magnifique, hein, sauf que j'ai toujours l'impression qu'au basket, il y a qu'un ballon disponible pour des mecs qui gardent beaucoup le ballon en main. Et du coup, pour avoir regardé les tournois de pré-saison d'Euroleague, euh, donc ils étaient au tournoi, donc Milan était au tournoi de Kaunas. Ils ont joué l'Alba Berlin contre qui ils ont pas mal galéré. Il a fallu euh, qu'il y ait un quatrième carton un peu plus fou pour qu'ils arrivent à s'en détacher, alors que l'Alba Berlin a perdu pas mal de gros joueurs et que ils sont en totale reconstruction. Derrière, en finale, ils jouent le Zalgiris à la maison. Et là, il faut que ce soit Kevin Punter qui sorte un match incroyable à 6 sur 9 à 3 points. Donc une soirée assez chaude pour lui pour que ça passe avec un Sergio Rodriguez qui fait du Sergio Rodriguez. Hein. De toute façon, lui, je crois que même à 55 ans, s'il faut mettre des paniers importants et faire les bonnes passes et organiser le jeu, il le fera. Mais visuellement, l'équipe ne m'a pas convaincu. Voilà, ça, pas encore peut-être. Donc moi, j'ai du mal à l'instant T à les voir remporter l'Euroleague.
Alors que l'effectif est magnifique, hein. Là, il y a pas de souci, hein. Le banc, c'est quasiment un 5 majeur d'Euroleague d'autres équipes, hein. Donc, il y a aucun doute là-dessus. L'effectif est beau, mais j'ai un doute. J'ai un doute et j'ai envie de me laisser convaincre. Euh, L'addition de talent ne fait pas tout. Malcolm Delaney, Shields, Punter, ça demande du ballon. Rodriguez, pour qu'il soit efficace, va falloir qu'il ait le ballon dans les mains. Euh, voilà, Datomé, va falloir qu'il nous montre autre chose que l'année qui vient de passer au Fenerbahçe. Ouais. Et Fuck you, moi, Gigi Tato, mais. voilà, exactement. Et j'ai un autre truc, moi, c'est je sais pas pourquoi Zach Ledé est parti là-bas, parce que du coup, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et Ouais, finalement, sur le tournoi de pré-saison, j'ai pas eu l'impression qu'il avait beaucoup joué et avait été d'un impact fou. Euh, Il y a même Michael Roll qui finit des fois par être oublié parce que du coup, exactement. ils ont Moretti, voilà, ils ont recruté des mecs un peu plus jeunes. Donc je sais pas, j'attends que Messina me fasse mentir. Mais pour l'instant, non, je ne suis pas convaincu. Et pour moi, le Milan version 2020-2021 ne gagnera pas l'Euroleague. Alors c'est peut-être une conclusion hâtive, mais Hmm. je C'est m'engage. noté. C'est dit, c'est trop tard maintenant. Alors, mon avis, je veux qu'il la gagne pour le storytelling, pour le recrutement, pour Messina, parce que je comprends pas ce qu'il est venu faire en Europe, parce qu'il voulait coacher en NBA, Messina, même si je l'apprécie moins depuis qu'il a dit qu'il fallait une règle des 3 secondes en défense en Euroleague et en Europe. Et ça a tué le jeu pour moi. Euh, je pense concrètement que des équipes que j'ai pu voir, c'est celle qui m'a le plus convaincu. Ils m'ont plus convaincu que le Barça New Sauce. Euh, donc j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a trop de mangeurs de ballon. De l'année Punter, ok. Mikov vient de se blesser. Bon, il a été très bon. Euh, voilà, à voir, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ego. Si très vite ça tourne mal, ça va être compliqué parce que on va être dans une situation où, avec de gros égos, même si tu as des mecs qui tiennent le vestiaire pardon, comme Karl Heinz, c'est un club spécial, Milan. C'est un club spécial dans la mesure où on les a vus des fois faire des exploits en Euroleague et de l'autre côté faire n'importe quoi en Lega A, hein, Adrien? Ouais, ou Donc, vice-versa. ouais, ou Et vice-versa, exactement, ouais. non, mais tu vois, c'est le problème. Je crois que c'est la saison précédente là, Mm. ben, qui s'est pas achevée d'ailleurs en Euroleague. Au début, il commence bien et après il s'écroule, tu vois. Ouais, Et ça a été souvent symptomatique. Moi, je me rappelle l'époque où il y avait Mike James. Au début, effectivement, ouais. il dominait même en championnat italien et après, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait plus, quoi. Bah, c'est un point Et- que j'allais aborder. Tu parlais de Mike James, c'était super intéressant. Le mec pouvait manger le championnat italien, concrètement. Euh, et je pense que la stratégie de Milan, Romain en parlait avec tous ses postes triplés, c'est qu'il va y avoir concrètement des rotations en championnat italien pour préparer le futur, avec Moretti, par exemple. Et des rotations pour l'Euroleague. Et ça, c'est clair. Il y a des mecs qui vont pas beaucoup voir les parquets d'Euroleague cette année. Je pense que Messina a déjà ça en tête. C'est un modèle dont certains clubs se posaient la question. L'Olympiakos a sauté le pas parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais le Maccabi se posait la question notamment. Et, euh, et je serais très curieux, et j'espère que Adrien va être là pour nous en parler dans la saison, de voir Milan en championnat et Milan en Euroleague. Ça, C'est ça va inté- vraiment être passionnant. c'est intéressant ce que tu dis par rapport au roster, les joueurs qui vont être utilisés en Euroleague ou pas. Parce Mhm. que je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Georgios Bartzokas, Ouais, de l'Olympiakos. voilà, le mec dit carrément, et encore une fois, hein, je dis c'est tout le problème, hein, que quand il joue des matchs de championnat, alors surtout qu'en Grèce, parce que là Attention, cette année, parce que Angelo Tsagarakis, il écoute, mon gars, et je l'ai déjà vu en vrai, s'il te tombe dessus, il va te manger. il joue le championnat grec, l'Olympiakos, ou ils sont toujours en bisbille avec le Non, ils Pana. sont toujours en D2. Ouais, parce que ben voilà, en plus là, il joue la deuxième div, donc tu vois, pour un gros club comme ça, mais quand tu penses que les gros clubs comme le Pana ou l'Oli dominent en Grèce, et lui, il a l'air de dire qu'en fait, les mecs, bah, pour eux, jouer des matchs contre des équipes du championnat normal, c'est presque, ça devient ennuyeux, quoi. Et je veux dire,
ça pose question, quoi. Je peux Parce que, comprendre, Adrien. ouais, non, mais tu vois, ça pose question. C'est là où le fossé s'est creusé entre les clubs d'Euroleague et le reste des championnats. Et ça va Je être un pense débat que sans fin c'est clair. entre quel Mais modèle donner au basket européen. Parce que je sais ça pas si tu te dépend rends où compte, tu te places aussi, hein. Ça dépend où tu te places parce que regarde, toi tu te places en tant que fan de basket, en tant qu'attaché au club et aux institutions qu'elle représente. Kevin Puntner, par exemple, je pense qu'il s'en tamponne de l'histoire du Panionios Athènes. Tu vois? mais Je prends cet exemple-là parce que il joue à Like fut un temps. Le type, il s'en fout, quoi. Donc, c'est des professionnels, ils sont là pour gagner de quoi manger et tu manges mieux quand tu fais des super perfs en Euroleague plutôt que quand tu vas coller 40 pions au Colossos de Rhodes, quoi. ouais, ouais, mais voilà, mais tu vois, c'est ça le blême, c'est-à-dire qu'ils dominent, mais les mecs, eux-mêmes, ils disent que ça commence à devenir barbant pour eux parce que, bah voilà, ils trouvent même qu'ils dominent trop, presque, je veux dire, presque ça devient trop facile pour eux, Ouais, quoi. mais à part Stokas, tu peux lui répondre, gros, vous êtes en deuxième div en Grèce, déjà monte, ensuite on discutera. Non, mais En tu plus, vois, enfin, faut être mais conscient de ça. faut se dire aussi, moi, j'avais été voir des matchs de Nancy en Euroleague. Il y avait des matchs, bon, les clubs comme Nancy, ou même quand c'était Nanterre ou Cholet, hein, je me souviens, j'avais vu des matchs à la télé. Il y avait des matchs, on était capable de bousculer des grosses teams, mais il y avait des matchs où on se prenait des raclés. On se prenait des raclés. Et Et tu vois, c'est la beauté du sport, copain. c'est pour ça qu'on a été vers une Euroleague fermée. On va vers une Euroleague fermée, et c'est ça le problème. Eh oui. On faudra qu'on fasse quelque chose sur la saison pour parler de ça. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur une autre question d'Euroleague, les gars? Ouais, bah écoute, alors après, je sais pas ce qui reste comme question. Il y en a quelques-unes, j'en ai une en tête, à moins que Romain en ait une avant. Alors, Romain? Non, mais Ouais. vas-y. Je veux savoir si c'est la même. Bah, la question, c'était celle que tu avais formulée, et là, je suis vraiment, mais j'ai hâte de vous écouter. Elle est simple. Quelle va être l'équipe surprise en Euroleague cette saison? Adrien. Ben, écoute, honnêtement, euh, pourquoi pas les Algiris, hein? Pourquoi pas, hein, parce que là, bon, j'ai juste maté quelques matchs en LKL. Il y avait d'ailleurs un match qui était diffusé Ouais. gratuitement cet après-midi sur YouTube. Mhm. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas compris le coach qu'ils ont été chercher, je le connaissais même pas, tu vois. Apparemment, il a coaché en G-League, Ah mais vache, ah ouais. Ok. quand tu vois l'effectif, tu te dis, voilà, c'est la Lituanie, pays qui joue au basket. Maintenant, je demande aussi à voir l'étoile rouge. Parce qu'ils ont eu l'air de faire un Ah ouais, recrutement. d'accord. Ouais, ils ont eu l'air de. Ouais, je sais qu'on est un fan du Partisan, mais le Partisan Non, joue pas l'Euroleague mais cette année. Mais sans toi libre de dire pourquoi, parce que ça m'intéresse. Moi, j'y ai pensé, mais j'ai vu l'effectif, et d'ailleurs, toutes nos condoléances à l'ancien pivot de l'Étoile Rouge. ouais, triste nouvelle, ça. Ouais, je dis ça et je l'ai pas respecté, j'ai oublié son nom alors que je l'ai. Michael Ojo, alors que je l'ai vu en vrai. Michael Ojo, ouais. Ouais. Écoute, Pourquoi l'Étoile Rouge? ben, je trouve qu'ils ont fait un recrutement plutôt intelligent. Là, j'ai le roster sous les yeux. Parce que ils ont été quand même chercher bah, Corey Walden, qui joue dans le club rival, aux Partisans. Ils ont Jordan Lloyd, qui jouait à Valence, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils ont en plus, je regarde les autres joueurs, mais voilà, quoi. Tu sais toujours que, j'allais dire, il y a des grosses ambiances. Bon, là, ça va être compliqué parce qu'on sait que ça Mm. va être joué à huis clos. Bah, c'est surtout que sans leur public, c'est compliqué, ça va être compliqué pour eux, surtout à domicile. Et en plus, l'histoire aurait pu être magnifique avec Sacha Obradovic qui part de Monaco pour les coacher dans le club de son cœur, avec le public, ça aurait été fou, quoi. Pour le storytelling, ça aurait été incroyable. Mais Mais bon, après, ils ont aussi Emmanuel Terry, ouais, l'Américain mais qui jouait à Bondirma. C'est ça, hein? ouais,
Moi, je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard pour faire la Mais, surprise comme le Žalgiris il y bah a ouais, tu quelques vois, années. finalement, je regarde le roster et. Mais bon, après, voilà, tu vois, faut se méfier parce que bon, c'est beaucoup des joueurs certes, mais ça joue au basket, tu vois. Donc attention quand même. Après, ouais, je dirais que c'est moins impressionnant que certains rosters que j'ai vus, Mm. même du Partizan en dernier. Mais tu te dis, sur un, comme ça, un coup de tête, ils sont capables de faire des trucs. Parce que le coach, c'est Obradovic, c'est ça, hein. Yes. Pourquoi pas? Pour le storytelling, allez, pourquoi pas? Ouais, d'accord, ok. Et toi, Romain, t'en penses quoi? Allez, dis-nous que c'est le Kim Kim Moscou, ton club. J'en suis sûr, juste pour que Olivier il rage un peu là. Je voulais faire la blague justement en essayant de prendre un accent du sud-ouest et dire moi j'adore j'adore Alex Ojved mais je ferai pas ça. Je Toi, l'aime tu vas trop pas aller Olivier passer tes pour lui vacances du faire côté de ça. Toulouse, hein. Toulouse, la Garonne, tout ça, c'est mort pour toi, mon gars. Évite cette zone-là. Mais non, ça c'est ma ville de cœur et il m'en voudra pas. Mais Ouais, ouais. je l'avais préparé la blague, hein, mais je la ferai pas. Il va te faire comme dans Taken. Je vais te chercher, je vais te trouver et je vais te tuer. Alors, t'aurais mis qui, toi, comme équipe surprise? Alors d'abord, je tiens à dire à Adrien que c'est de bonne guerre de commencer à me parler de l'Étoile Rouge, hein. Je viens de froisser Milan et le championnat italien, donc fallait bien qu'il se venge. Donc c'est de bonne guerre. Moi du coup, forcément le Zalgiris parce que Martin Schiller m'a fait penser pendant la préparation que il y aura une continuité dans ce club. Je passe mon amour pour Thomas Walkup parce que je vais finir par saouler tout le monde et que voilà, Geoffrey Lauvergne, j'ai l'impression qu'il va revivre là-bas. Mais du coup, je vais te faire plaisir à toi, Coco, parce que je vais partir dans ton pays pour l'équipe surprise. Je sais qui c'est. Valencia. On a la Exactement. même. Yes, mon gars, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Alors, je sais que, pareil, hein, il y aura quand même une pensée à Olive, parce que du coup, Ouais. dans le recrutement, il y a Prepelic et Derrick Williams qui tiennent beaucoup à cœur à notre Olivier national. Oui, pour leur QI basket notamment. Exactement. Mais du coup, pour compenser, il y a quand même des joueurs assez incroyables. Bon, Bojan Dublevic reste l'homme fort de cette équipe. Mm. Ils ont juste recruté un tout petit meneur qui arrive de l'Alba Berlin qui s'appelle Martin Hermansson et qui est déjà en train d'humer l'air de Valence et ça a l'air de parfaitement lui aller parce qu'il est déjà monstrueux. Meilleur joueur Euh, islandais de tous les temps. où il y a moyen, il y a fortement moyen. Et puis il y en a un qui, pendant les matchs de préparation, m'a fait une énorme impression, c'est quand même Mike Tobey. Il a été Mm. monstrueux, que Oh, ce soit contre. Alors je sais plus le premier match contre qui l'ont joué, mais contre l'Asvel aussi, il a été incroyable. Et puis, premier match, attends, je vais regarder, bouge pas. mais du coup, il a été incroyable. Ils savent bien l'utiliser. Shoot à 3 points. Ils ont des systèmes où Hermanson lui envoie la balle en l'air sur du pick and roll, ça finit au alley-oop. Non, non, Mike Tobey est en train de prendre une dimension tout autre. Et puis, alors, il y a notre ami, hein, mais il y a Nikola Kalinic qui amène toute son expérience, qui amène son côté dur au mal, qui est un sacré soldat. Non, cette équipe a moyen de nous faire une petite surprise parce que voilà, l'année dernière, on avait l'impression qu'il leur manquait quelques pièces pour venir gratter le top 8 de l'Euroleague. Là, je pense qu'ils ont clairement les moyens de le jouer et ce serait pas déconnant de les voir à cette place. Alors, il y a mon chouchou Marinkovic qui y est encore. Alors, il n'a pas beaucoup joué. Je pense qu'il y a une histoire de blessure là-dessous. Mais l'effectif me paraît plutôt cohérent avec les pétards ambulants d'un côté, les joueurs posés calmes de l'autre, l'expérience des San Ementerio, des Vives, des Sastré, etc. Donc voilà, pour moi, je mettrais Valence comme équipe potentielle pour nous faire une énorme surprise pour la saison prochaine. Et j'ai perdu tout le monde. Oh, pardon, j'avais pas réactivé mon micro. Moi C'était tellement aussi. intéressant de t'écouter. C'était le Bayern qu'ils avaient tapé. Pour faire encore un dernier hommage à Olivier, un coach Ponsarnau qui a des idées. Et ça, c'est bien. Ça fait du bien d'avoir des coachs qui ont des idées.
Je sais que dire de plus, t'as tout dit. Marinkovic, je voulais le citer, mais bon, toi et moi, dû à l'héritage partisan notamment, on sait pourquoi on l'aime, quoi. Mais ouais, j'adore cette équipe. Et puis rien que pour un truc sur leur maillot, Cultura del Esfuerzo, culture de l'effort. Voilà, ça veut tout dire. Et je pense que depuis longtemps, on n'a pas une équipe qui représente autant ça à Valence. Je suis super enthousiaste pour cette équipe. Mike Toby, il s'est intégré d'une manière incroyable. C'est déjà le leader vocal du vestiaire, quoi. Et puis on Ouais, oublie qu'on a un petit Frenchie aussi, Louis Labéry, qui joue là-bas. je partage, hein, ils ont un bel effectif. Mais tu vois, n'empêche, le Zalgiris, je suis en train de regarder, c'est quand même du lourd, hein. Ils ont quand Alors, ouais. même. Et pour un club au budget moins balèze que les autres, Thomas Walkup, Geoffrey Lauvergne. Bah, tu vois, Geoffrey Lauvergne, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça lui réussit plus les clubs genre Žalgiris ou Partizan Belgrade Club que avec les une grosses âme. teams. Hein? Des clubs avec une âme, il se nourrit de ça. C'est pas un gars Hein. qui est fait pour Joachim Ki, genre, tu Voilà, vois. ça colle au personnage, tu vois. Ça colle au personnage, tu vois. Que quand il joue dans des clubs genre Fener ou Khimki Moscou, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je serais prêt à perdre un de mes maillots préférés pour l'avoir en podcast avec nous, Geoffrey Lauvergne. Ça doit être un bon client, on doit se régaler. Ah ouais, ça Euh, serait super. Avis aux gens qui ont le bras long, si vous pouvez nous le ramener dans le podcast, ce serait génial. Avec Adrien, on payera en Mirabelle, en eau de vie de Mirabelle. Je crois qu'on a fait le tour, les gars. Il nous Je reste crois, quelques ouais. questions, mais bon, on en parlera la prochaine fois parce que ça fait mine de rien à peu près 1h40 qu'on discute. Ouais. Ça fait du bien, hein. Ça fait du Ah bien. ben, ça fait du bien de revoir du basket, quoi, surtout. Ouais, ça fait du bien. Et puis aussi du basket qui a du sens. Les deux tournois de pré-saison, j'ai beaucoup aimé. C'était pas les top équipes EuroLeague qui jouaient. Donc c'était bien de pouvoir voir des Garino, des World Cup avec Žalgiris, de voir Valence. Même si pour les copains qui regardent un peu la Liga ACB, jetez un petit coup d'œil quand même. J'aime pas trop à Baskonia. Et il faut regarder Baskonia juste pour un truc. Vous allez sur le site de l'Euroleague et vous regardez la photo de Duško Ivanovic, la photo de coach qu'ils ont mis. Elle est juste voilà, aux petits oignons. Regardez-la tranquillement. Vous prenez voilà, un petit cappuccino. Vous allez kiffer. Exceptionnel. On dirait un videur de boîte de nuit d'ex-Yougoslavie. C'est exceptionnel. Un truc à voir, quoi. Ou tu sais, le vieux coach, tu sais, qui dit allez, Kéké, à la fin d'un match de foot. Enfin, bref. Manque de Je, respect. je vais arrêter de m'épancher là-dessus, mais c'est un personnage, mais je respecte beaucoup pour juste avoir fermé le caquet à Pesic, même si vous savez tous que j'étais pour le Barça plutôt que Vitoria, parce que Vitoria, il n'y a pas de joueur espagnol. Voilà, c'est dit. Bah écoutez, c'était très cool. J'espère qu'on en fera un autre rapidement. Euh, voilà, avec Mathieu et Olivier, les grandes retrouvailles. Et puis voilà, c'était super cool. Euh, du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée, les gars. À nos auditeurs, une bonne écoute et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao! À plus! Ciao tout le monde.